Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux bonsoir. On est très heureux avec l'équipe de PSSP, donc Rémi Guilhem qui est là, et la Fondation de France et l'ensemble des partenaires du projet d'ouvrir cette première rencontre de l'année 2022-2023. On a souhaité ouvrir cette année de réflexion par une question qui nous semble à la fois majeure pour le débat démocratique et politique, et qui est une question aussi pour le secteur de la philanthropie, la question des discriminations et de la diversité. Donc, c'est des questions très importantes qui touchent à de nombreux aspects des relations entre les citoyens et les institutions, qui touchent à des pratiques et à des organisations, aux institutions. Ce sont des sujets qui, évidemment, occasionnent aussi souvent des formes de confusion dans les discours, dans les définitions simplement de ces termes, discrimination, diversité. Parfois difficile de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de discours? Est-ce qu'on parle de faits, d'actes? Est-ce qu'on parle de pratiques de management ou de pratiques de ressources humaines, ou au contraire, où est-ce qu'on a des concepts ou des termes un petit peu écrans qui cachent parfois une absence de volonté résolue de s'attaquer à des problèmes d'absence de participation de certains groupes à des leviers de pouvoir ou à la vie démocratique de façon plus large. Donc, on a souhaité aborder cette question de front comme enjeu social général, enjeu démocratique, enjeu économique aussi. J'y reviens dans une seconde. Et puis enjeu pour le secteur de la philanthropie. Alors, je voudrais dire tout de suite d'emblée que cette question de la diversité, des discriminations a fait l'objet d'une publication de l'Observatoire de la Fondation de France, à laquelle est associée comme co-autrice Anne Cornillo, qui participe à l'organisation de ces rencontres, sur le rôle, finalement, la question de la parité dans les fondations et fonds de dotation. J'ai placé dans le fil de la discussion le lien vers l'étude, qui est disponible de manière évidemment libre sur le site de la Fondation de France. Et donc, je propose que cette étude soit aussi placée, si vous avez l'occasion, la possibilité de la regarder, ou peut-être pour plus tard, dans la conversation générale que nous aurons à l'issue des présentations. Donc, je vais brièvement, très brièvement, je les laisserai évidemment compléter, présenter les deux intervenantes qui vont parler ce soir, et on les remercie au nom de toute l'équipe qui organise ces rencontres, d'avoir accepté de venir présenter un certain nombre de réflexions et de les mettre en discussion. D'abord, Laure Bérény, qui est directrice de recherche au CNRS, au centre Maurice Holbach, et Laure Bérény qui a ouvert cette question dans un ensemble de recherches qui ne porte pas directement sur le secteur de la philanthropie au sens étroit, mais qui inclut la philanthropie dans un espace d'une cause de la promotion de la diversité. Elle reviendra peut-être sur cette catégorie, sur aussi ses usages et le flou qui peut l'entourer parfois, et en se saisissant finalement d'une très large palette d'acteurs qui, au sein du monde économique de l'entreprise, se sont saisis, ont investi cette catégorie de la diversité. Laure Bérény évoquera un certain nombre de réflexions qui
seront publiés dans un ouvrage à paraître aux presses de Sciences Po en janvier 2023. Donc, on a voilà, la chance d'avoir la primeur, en quelque sorte. Il y a peut-être eu des présentations plus académiques, bien sûr, avant. Mais on a la chance d'avoir un peu un avant-goût de ce livre qui s'appelle, le titre est très beau, Le management de la vertu, la diversité en entreprise à New York et à Paris, donc à paraître aux presses de Sciences Po en tout début d'année prochaine. Et donc, on entrera par le prisme des entreprises, par le prisme des acteurs économiques dans cette question, en sachant que c'est vraiment un secteur ou des acteurs qui ont été majeurs dans le développement, le renouveau de la philanthropie en France dans les 20 ou 30 dernières années. Les travaux de notre collègue Sabine Rosier l'ont bien montré à partir notamment de l'étude du mécénat d'entreprise. Et vous le savez, la philosophie générale de ces rencontres, c'est de croiser des regards et de repartir de travaux de recherche, de travaux souvent en sociologie, en sciences politiques, ce sera le cas de ceux de Laure Bérény, et de les confronter avec des pratiques d'acteurs, d'actrices. Et en l'occurrence, nous avons la chance d'avoir comme seconde intervenante de cette rencontre Estelle Barthélémy, qui est membre du comité Se regarder et se parler autrement, agir contre les discriminations de la Fondation de France et qui est la fondatrice de l'agence Oya Agency. Et donc, Estelle, je vous laisserai évoquer ces activités dans la promotion de la diversité que vous avez depuis un grand nombre d'années, de cette expérience, et peut-être de vous inviter aussi à discuter la présentation, les thèses de Laure dans le cadre de la restitution de votre propre expérience. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'assurer ce croisement, ce dialogue, et en repartant de ces travaux de recherche. Et donc, encore une fois, merci mille fois à l'une et à l'autre d'avoir accepté de vous prêter au jeu de ces rencontres. Et donc, les présentations sont suivies par des discussions avec les personnes qui sont présentes dans la salle virtuelle. Et donc, sans attendre, je te donne la parole donc à Laure Bérény pour une présentation sur le management de la vertu et les usages de la diversité dans le monde de l'entreprise. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez oui, vous voyez l'écran, ça? Ouais. OK. Alors, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et merci pour cette invitation, Nicolas, Rémi, Anne, et merci à Estelle aussi d'être s'être jointe à la conversation. Donc, je vais vous présenter en effet une petite partie du livre, de mon livre prochain livre qui est à paraître aux presses de Sciences Po, donc qui s'intitule Le management de la vertu, la diversité en entreprise à New York et à Paris. Et qui est un chapitre en fait, socio-historique sur l'invention à la française du management de la diversité, donc dont je reviendrai là-dessus. Les racines sont états-uniennes, donc effectivement le chapitre porte sur l'acclimatation de cette catégorie dans le contexte français et sa transformation par la même occasion. Alors, sans plus tarder, voilà, je vais vous dire 2 mots sur l'enquête sociologique que j'ai menée. Donc, c'est une enquête que j'ai menée tout au long des années 2010 à New York et à Paris, c'est-à-dire dans les régions d'affaires de New York et de Paris, où se situent de nombreux sièges de très grandes entreprises multinationales. Donc, une enquête au long cours qui s'est étalée sur une longue durée. J'ai mené principalement des entretiens, principalement avec des managers de la diversité. Alors, on les appelle responsables diversité en France, diversity officers aux États-Unis, généralement. Donc, des managers de la diversité qui travaillent dans de grandes entreprises. Et puis, j'ai complété ces entretiens avec des consultantes, des salariés d'organisations professionnelles, notamment engagés dans la philanthropie, la promotion de la RSE, des salariés d'organisations patronales, des bureaucrates, des membres d'instances étatiques chargés de promouvoir l'égalité, par exemple, des juristes, des syndicalistes, donc une grande variété d'acteurs en complément de ce noyau dur de mon corpus d'entretien.
J'ai aussi mené, dans la mesure du possible, des observations. C'est pas facile de travailler sur le monde des affaires, sur le monde des grandes entreprises, sur les cadres d'entreprise, surtout sur voilà, ces fonctions qui sont un peu la vitrine vertueuse de ces grandes organisations. Alors, je suis rentrée plutôt par des espaces de sociabilité professionnelle, hein, c'est-à-dire des conférences, des remises de prix, mais aussi des groupes de travail dans les associations professionnelles qui réunissent les cadres de la diversité régulièrement, mais encore aussi des séminaires qui s'adressent spécifiquement à ces cadres dans les deux contextes nationaux. Et puis, j'ai complété tout ça avec un corpus de documentation managériale que j'ai recueilli voilà, à la fois sur Internet, au gré de mes entretiens auprès des managers de la diversité. Donc, ce sont principalement des guides de bonnes pratiques, des articles de la presse gestionnaire, des blogs, toute une gamme de rapports, de white papers qui ont été publiés sur le management de la diversité. C'est une littérature extrêmement abondante qui a été produite surtout en langue anglaise depuis maintenant une quarantaine d'années. Alors, 2 partis pris guident mon enquête, cette recherche, par rapport à d'autres recherches qui ont été déjà menées sur le management de la diversité. Le premier parti pris, c'est que j'ai travaillé sur les managers et leur travail. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de recherches qui se sont concentrées sur les discours, qui ont analysé par exemple voilà, la littérature gestionnaire, les discours institutionnels, ou d'autres recherches qui se sont intéressées à la mesure de l'impact du management de la diversité sur le fonctionnement des entreprises, sur les inégalités, etc. Mon approche a été différente. Hein. J'ai vraiment essayé de mener une sociologie du travail et des organisations donc auprès de ces services de management de la diversité qui existent dans les grandes entreprises. Je me suis intéressée au parcours, aux carrières de ces managers, à leurs activités quotidiennes, banales, routinières, à leur position dans l'organisation, plus ou moins de grande centralité, aux stratégies de légitimation que ces managers déploient au quotidien pour justement gagner en crédibilité. Et puis, je me suis aussi intéressée à leur rapport au travail, à leur rapport au monde dans le cadre de leur fonction. Et donc, ce prisme-là m'a permis d'accéder aux coulisses du management de la diversité et de mettre au jour les contradictions et les ambivalences qu'on ne peut pas voir quand on ne s'intéresse qu'au discours et même qu'au dispositif de gestion de la diversité. Le deuxième parti pris, c'est le parti pris comparatif, c'est-à-dire que j'ai comparé la France et l'Amérique, la France et les États-Unis. Alors pourquoi la France et les États-Unis? Pour des raisons évidemment d'opportunité personnelle, de curiosité, d'inclination personnelle, mais aussi parce que les États-Unis, comme vous le savez, c'est le lieu de naissance du management de la diversité, donc c'était vraiment intéressant pour moi de comparer la France à ce pays où est née la diversité, mais aussi de saisir les circulations transnationales, hein, la manière dont ce concept avait pu voyager depuis sa naissance jusqu'à son acclimatation dans le cadre hexagonal. Et puis, il y avait une autre raison qui m'a conduite à mener une analyse comparative, c'est parce que au début de mon enquête, en travaillant uniquement sur la France, je ressentais une certaine difficulté, un certain malaise face à une forme d'universalisation du management de la diversité, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était une catégorie transnationale qui se déclinait partout de la même manière, et finalement, on ne voyait plus à quel point cette catégorie pouvait être travaillée par des frontières, et en particulier des frontières nationales, hein, comment elle pouvait être appropriée localement, et comment derrière cet écran du discours managérial global de la diversité pouvait se cacher, en tout cas exister des pratiques, des appropriations assez variées. Alors très rapidement, qu'est-ce que le management de la diversité? Puisque je pense que ce n'est pas forcément évident justement de savoir ce que ça recouvre. Alors avant tout, ce sont des discours et des images. Hein. C'est une profusion d'images dont les sites web des entreprises, les couvertures de rapports des grands cabinets de conseil et plus largement, voilà, toutes les façades des organisations sont désormais, disons, recouvertes. Hein. C'est ces images qui symbolisent la célébration de la diversité, alors à la fois avec des images très abstraites, avec des gammes chromatiques, des symboles, des crayons, etc., qui convergent, donc qui font converger la diversité des couleurs autour d'un objectif commun. Ou alors, donc vous avez aussi souvent des photographies qui mettent en scène des personnes, généralement des femmes et des membres de minorités ethniques, souvent jeunes, souvent cadres, et souvent représentées en train de converger, là encore, autour des objectifs de l'entreprise. Alors, la diversité, ce ne sont pas que des discours et des images, ce sont aussi des services qui se sont institutionnalisés dans les grandes entreprises depuis
les années 90 aux États-Unis, depuis les années 2000 en France. Alors, dans les deux pays, finalement, c'est assez simple, même si la France est arrivée, ces services se sont mis en place plus tard en France. Il y a une grande convergence, une grande similitude de ces services dans les deux contextes, dans les grandes entreprises multinationales. Ce sont de toutes petites équipes qui sont généralement nichées dans les départements de gestion des ressources humaines, des départements RH, au siège des multinationales. Leur budget est très limité. Ils sont dépourvus de tout pouvoir de contrainte sur le reste de l'organisation. Ils ne peuvent pas contraindre les autres services à changer leurs pratiques, par exemple. Et donc, leur rôle, c'est principalement un rôle d'animation et de communication. Il s'agit de convaincre et d'embarquer les collaborateurs dans ce projet de la diversité, qui est un projet transversal, mais qui concerne quand même plus spécifiquement les services de ressources humaines et de communication, et dans une certaine mesure, les services de mécénat des grandes entreprises. Alors, qu'est-ce que ça désigne concrètement, les politiques de la diversité, les programmes de la diversité? On les appelle aujourd'hui, on les a appelés diversité, puis diversité et inclusion, et maintenant c'est diversité, équité et inclusion. Donc, il y a des requalifications régulières, mais en gros, c'est toujours un peu les mêmes programmes qui sont ciblés. Il s'agit de formation, des formations à l'inclusion, à la non-discrimination, qui ciblent par exemple les managers ou alors plus largement les salariés. Des programmes de sensibilisation, comme par exemple les Diversity Days ou les journées de la diversité, les semaines du handicap qui ont lieu rituellement donc chaque année dans les grandes entreprises. Ça peut être des forums de recrutement qui sont organisés par exemple dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou alors des forums qui visent à attirer et recruter des personnes en situation de handicap, ou alors aux États-Unis, des forums de recrutement dans les universités historiquement noires, c'est-à-dire des universités où les Afro-Américains de classe moyenne allaient étudier dans un contexte où historiquement ils et elles étaient exclus des universités d'élite réservées aux Blancs. Ce sont aussi des guides, par exemple, qui sont des guides du recrutement non discriminatoire, qui sont distribués aux managers, des programmes de mentoring et de coaching ciblés sur certaines catégories de salariés, alors les minorités ethniques, les femmes ou d'autres catégories de salariés, des indicateurs de représentation des groupes sous-représentés, c'est-à-dire des politiques de monitoring en fait, ethniques, sexuées, des personnes handicapées selon l'âge, qui sont constamment qui permettent de suivre en fait, le niveau de représentation de ces différentes catégories de salariés, des réseaux de salariés, ce que les Américains appellent Employee Resource Groups, qui sont beaucoup moins diffusés en France, mais qui existent néanmoins, notamment les réseaux de femmes. Et enfin, c'est là qu'on touche plus vos sujets, des partenariats avec des associations, par exemple, des partenariats avec des associations qui encouragent les jeunes filles à s'orienter vers des filières scientifiques et techniques, par exemple. Alors, les origines états-uniennes du management de la diversité en quelques mots. En fait, ces politiques, elles sont nées dans les années 80-90, mais elles ont un ancêtre qui sont les politiques qui ont été mises en place dans les entreprises en réponse à un cadre juridique antidiscriminatoire renforcé, enfin en tout cas, non, pas renforcé, premier cadre juridique antidiscriminatoire mis en place aux États-Unis dans les années 1960, c'est dans le cadre de la législation des droits civiques. Alors, je vais pas rentrer en détail là-dedans, mais il y a deux piliers. Il y a un pilier égalité des chances dans l'emploi. En gros, un principe d'égalité de traitement, en fait, traitement égal, indépendamment de certaines caractéristiques, etc., ce que les Américains appellent EEO. Et le deuxième pilier, c'est l'affirmative action, c'est-à-dire des politiques qui visent à volontairement réduire l'écart si vous voulez, entre la représentation de groupes minorisés dans un bassin d'emploi et la représentation de ces groupes minorisés au sein de l'entreprise à différents niveaux hiérarchiques. Ces politiques d'affirmative action, elles ont initialement été menées dans les entreprises sous contrat avec l'État fédéral. C'était une obligation pour ces entreprises de mettre en place des plans d'affirmative action pour montrer qu'elles font un effort délibéré de mieux représenter certains groupes sous-représentés, c'est-à-dire les minorités ethno-raciales et les femmes, et elles se sont diffusées plus largement, elles ont été mises en place de manière volontaire par un très grand nombre d'entreprises. Donc dans les années 70,
les grandes entreprises américaines mettent en place des programmes EEOAA, des programmes d'égalité des chances en réponse aux droits. Et il s'agit là vraiment très explicitement de répondre à une pression juridique. Et dans les années 80, on est dans un contexte de triomphe de l'idéologie du marché, d'expansion du néolibéralisme. Aux États-Unis, Ronald Reagan a été élu sur un programme donc, de démantèlement des réglementations et en particulier de démantèlement des réglementations de l'égalité des chances et en particulier de l'affirmative action. Alors, ça suscite énormément de craintes dans les milieux qui promeuvent l'égalité des chances. Il se trouve qu'en fait, ces programmes n'ont jamais été démantelés jusqu'à maintenant. On attend une décision de la Cour suprême suite à une audience récente et on se demande si ça va se durer. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, en réalité, ces programmes n'ont pas été démantelés. Mais voilà, cette crainte du démantèlement des programmes d'affirmative action a incité une poignée de consultants qui étaient alors spécialistes de l'égalité des chances à inventer je dis bien inventé, puisqu'ils ont produit de toutes pièces ce nouveau discours managérial, donc ce qu'on a appelé le diversity management. Et donc le diversity management, il se caractérise par deux dimensions depuis le début très importantes par rapport au discours de l'égalité des chances. La première dimension, c'est que la diversité, le traitement juste des salariés, la valorisation des différences, tout ça est mis au service de la performance et du profit, explicitement. Donc c'est pas parce que c'est juste, c'est pas parce que c'est bon pour la société, c'est pas parce que le droit l'impose, c'est parce que c'est bon pour le profit et c'est bon pour la performance qu'il faut mettre en place une meilleure représentation des groupes minorisés, qu'il faut les traiter de manière équitable, etc. Le deuxième trait de ces discours, c'est qu'on passe finalement d'un discours qui était centré sur le sort des groupes désavantagés, grosso modo, principalement les femmes et les minorités ethno-raciales, à un discours qui désormais englobe une très large gamme de différences individuelles. Voilà, par exemple, les parcours, les diplômes, les savoir-être, etc. Donc finalement, donc là, je vous ai mis les manifestes fondateurs de ce diversity management de l'époque. Hein. Finalement, là, comme le montre ce graphique qui a beaucoup circulé, on a un petit peu dilué finalement les catégories du droit et de l'action publique, hein, qui sont la race, l'ethnicité, le handicap, le genre, etc., dans une infinité de différences. Et donc là, vous avez la roue de la diversité qui représente finalement différentes couches de traits individuels, des plus personnels aux plus externes et organisationnels, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Alors, venons-en maintenant au sujet qui nous occupe plus directement, l'introduction du management de la diversité en France dans les années 2000. Alors, le contexte de cette naissance du management de la diversité en France, c'est quand même principalement le renforcement du droit antidiscriminatoire dans les années 2000. Et alors, tout ça, ce renforcement du droit antidiscriminatoire est entièrement, est une conséquence directe des directives de l'Union européenne, des deux directives antidiscriminatoires de l'année 2000, qui ont été transposées ensuite en droit français par une succession de lois et qui renforcent très, très nettement un droit antidiscriminatoire qui existait, mais qui n'était pas effectif en France. Donc, on a un élargissement des critères de discrimination, aujourd'hui 25. On a un recours facilité pour les plaignantes et les plaignants, en particulier en termes d'aménagement de la charge de la preuve, les associations, les syndicats peuvent rester en justice, etc. On a eu la création d'une autorité administrative indépendante, et ça, c'était une demande de l'Union européenne, c'est la HALDE en 2005, qui est fondue dans le Défenseur des droits en 2011. On a aussi à cette époque des grands procès médiatisés qui visent des entreprises qui sont des fleurons du capitalisme français et qui sont visés par des plaintes pour discrimination raciale. Donc, on commence à parler de ces problèmes et de ce risque de procès pour discrimination pour les grandes entreprises. Et puis, enfin, on est dans un contexte de mise à l'agenda gouvernemental du thème de la lutte contre les discriminations et de l'égalité des chances après l'accès de Jean-Marie Le Pen aussi au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002 et puis aussi ensuite dans le sillage des émeutes de 2005. Voilà le contexte politique et juridique. On a aussi un autre contexte favorable, c'est que tout simplement, cette catégorie de management de la diversité, elle circule par le biais des multinationales, des filiales américaines en Europe et des filiales des groupes français qui s'installent aux États-Unis.
Alors, dans mon livre, enfin dans cette recherche, hein, j'ai distingué 4 types d'acteurs qui ont joué un rôle majeur dans la promotion de la diversité au début, hein, dans les années 2000 en France. Donc, c'est une coalition disparate, un tout petit monde au début, un petit monde d'acteurs qui se connaissent et qui agissent de concert et qui font face à de très importantes résistances. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, premier type d'acteurs, ce sont des mobilisations de patrons et d'organisations patronales ou de clubs d'entreprises engagés pour la cité, c'est-à-dire engagés pour une extension des initiatives philanthropiques, pour la RSE, etc. Je vais y revenir. Le deuxième type d'acteurs, ce sont des cadres et des consultants en ressources humaines qui vont aussi se mobiliser autour de cette question. Troisième type d'acteurs, ce sont des associations pour la diversification des élites. Alors, soit des associations qui ont fixé cet objectif politique, soit des organisations qui commencent à vendre des services permettant de diversifier les élites, notamment des élites économiques. Et enfin, ne n'oublions pas, et c'est une des thèses que je défends dans mon ouvrage, une présence croissante de l'État, puisque l'État français, contrairement à l'État aux États-Unis, au gouvernement américain, s'est directement immiscé dans la construction du management de la diversité. Je vais y revenir. Alors, je vais faire un focus sur les mobilisations des patrons et des clubs d'entreprises engagés pour la RSE et pour la cité, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, le point de départ, hein, ce qui a permis l'irruption de la catégorie de diversité en France, c'est vraiment des mobilisations patronales, puisque ce sont 3 rapports de l'Institut Montaigne qui ont été publiés sous l'égide de Claude Bébéar, donc grande figure du patronat français à l'époque et qui veut incarner une forme de patronat à l'américaine, engagé dans la cité et qui va promouvoir ce thème-là. Donc là, vous voyez les 3 rapports. Et puis j'ai aussi mis le livre de Yazid et Yassine Sabeg qui est à peu près concomitant à ces 3 rapports. Donc le premier, c'est Les oubliés de l'égalité des chances, un rapport qui est co-signé par Yazid Sabeg et Laurence Méhaignerie. Ensuite, un rapport de Laurent Blivet, qui est aussi issu de l'Institut Montaigne, et le rapport de Claude Bébéar, qui a été de loin le plus médiatisé, qui est en fait une réponse à une commande de Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, et qui va véritablement populariser le terme de diversité. Et c'est dans le sillage de ces mobilisations que va naître la Charte de la diversité, qui est signée en octobre 2004 par une trentaine de grands patrons, Claude Bébéar et Laurence Méhaignerie et puis tout un tas d'acteurs qui gravitent à cette époque-là autour de lui et qui sont engagés autour de cette cause, vont convaincre les membres de l'AFEP de signer cette charte qui, que vous connaissez bien sûr, hein, mais qui a pour particularité, et ça a été un point assez discuté à l'époque, de contenir ce point numéro 3, chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité culturelle et ethnique dans notre effectif aux différents niveaux de qualification. Donc là, il y a une véritable influence nord-américaine, des perspectives nord-américaines, à la fois états-uniennes, canadiennes, et le mot ethnique est lâché, ce qui n'était pas du tout gagné, évident à l'époque, comme ce n'est toujours pas évident aujourd'hui. Alors, l'IMS, qui est donc IMS, entreprendre pour la cité aujourd'hui, hein, a été un entrepreneur précoce de la diversité. Donc effectivement, ce club d'entreprise a joué un rôle majeur dans l'importation et dans la traduction française de la catégorie de management de la diversité. Il héberge le secrétariat de la charte de 2004 et puis dès 2004, il se dote d'un pôle qui s'intitule Pôle Diversité et qui va prodiguer un accompagnement sur ces questions et publier toute une littérature grise sur ces questions, en reprenant les 2 piliers dont je vous parlais tout à l'heure, les 2 axes du discours de la diversité, diversité au service de la performance, infinité de différences. C'est intéressant parce que cette organisation ne se contente pas de diffuser des discours, elle entend aussi diffuser des recettes gestionnaires, c'est-à-dire des outils pratiques pour convertir ces discours dans l'entreprise en pratique gestionnaire. Et donc, il y a 2 voyages d'études qui sont organisés aux États-Unis en 2006 et 2007, au cours desquels sont embarqués les premiers responsables diversité qui sont nommés dans les grandes entreprises et qui ne savent pas quoi faire, hein, comme ils me disent souvent en entretien à ce moment-là.
on était dans un bureau vide avec un téléphone et une page blanche. Ou, voilà. Donc, ils étaient nommés responsables de la diversité sans savoir ce qu'ils pouvaient, quel dispositif ils pouvaient mettre en œuvre. Et donc, ces voyages d'études et les rapports de l'Institut d'IMS Entreprendre vont permettre de diffuser des bonnes pratiques, des formations, des tableaux de bord de la diversité, les réseaux de salariés, l'idée du bonus qui est lié à la performance diversité des cadres dirigeants, l'idée de mettre en place des relais, des ambassadeurs ou des référents diversité dans l'organisation. Tout ça, c'est le fruit d'un transfert des bonnes pratiques, généralement d'ailleurs dans les filiales américaines des groupes français qui sont rencontrés à ce moment-là, par exemple les filiales de L'Oréal, de Sodexo, etc., qui ont commencé à mettre en place ces outils aux États-Unis et qui vont les transférer à l'IMS et à ces premiers entrepreneurs de la diversité. Alors là, j'ai un extrait d'entretien avec un cadre que j'ai interviewé à l'époque d'IMS Entreprendre et qui me raconte un peu comment finalement ils ont ajusté leur discours pour pouvoir favoriser la diffusion de la diversité. Puisqu'il me dit, au départ, on est parti d'un échange avec des acteurs militants très lutte contre les discriminations, très égalité de traitement, enfin des choses comme ça. Et quand on tenait ces discours à des entreprises, il me dit, ça ne marchait pas. Donc, on est passé de lutte contre les discriminations, d'une approche contre les gens qui ne respectent pas la loi, à une approche cohésion sociale, donc favorable à la société et aussi aux entreprises, parce que la cohésion, c'est bon pour l'entreprise aussi. Et l'égalité des chances, c'est aussi positif. On donne accès aux mêmes chances dans la société, mais aussi dans l'entreprise. Donc, on a positivé le sujet. Donc, vous voyez, tout ce travail rhétorique, il fallait gommer les aspects les plus négatifs, répressifs, juridiques, moraux, qui entouraient la lutte contre les discriminations. Et il fallait produire un discours qui allait se mouler dans les discours managériaux, dans la rhétorique de la performance, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit évidemment dans cet extrait d'entretien cette idée qui est au cœur du discours de la diversité et plus largement de tous les discours sur la responsabilité sociale des entreprises, l'idée que la vertu est bonne pour les affaires, c'est-à-dire que finalement, il y a une fusion, il y a une symbiose entre faire le bien, traiter équitablement les salariés, valoriser les différences et améliorer la performance et faire du profit. Donc, vous voyez là les premiers graphiques que diffuse IMS Entreprendre dans les années 2000. Donc là, vous avez un graphique dans un des premiers rapports d'IMS Entreprendre pour la Cité qui s'appelle « Non-discrimination et gestion de la diversité dans les entreprises en France ». Et donc, vous avez effectivement, c'est vraiment un schéma qui reprend un peu les schémas trouvés dans les guides de bonnes pratiques aux États-Unis. Le premier niveau, c'est se mettre en conformité avec les contraintes légales, puis prévenir le risque d'image, faire preuve de son engagement en tant qu'entreprise socialement responsable, optimiser la gestion des ressources humaines. Donc là, on est vraiment plus nettement dans la gestion de la performance. Et enfin, accroître la performance économique de l'entreprise en développant sa capacité d'innovation, en comprenant mieux les attentes de ses différents clients, en s'ouvrant à de nouveaux marchés. Donc là, tous les ingrédients du business case de la diversité sont business case for diversity, qui est donc les arguments en faveur, les arguments commerciaux, les arguments gestionnaires en faveur de la diversité sont là, ils n'ont pas changé. Ça fait 40 ans que les promoteurs de la diversité les répètent inlassablement aux États-Unis et en France, ils ont été globalement repris. Ce qui est intéressant, comme le montre la citation qui est sur votre droite, c'est qu'on a aussi donc, ce travail sur le sens de la diversité et sur l'élargissement de la gamme des différences. Il ne faut surtout pas laisser penser que la diversité, c'est une question de minorité, de femmes. Surtout, il ne faut pas laisser penser, c'est ça le plus important à ce moment-là, que la diversité, c'est une question ethnique et raciale, pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais en raison de très profondes résistances face au traitement des discriminations ethniques et raciales en France, dans le monde des affaires comme dans la société de manière plus générale.
Alors, je vais aller assez vite sur les autres grands acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, outre ces acteurs patronaux, clubs d'entreprise engagés pour la RSE. Donc, les consultants et les cadres RH qui ont joué un rôle assez important. Hein. Au sein de l'ANDRH, il y avait un petit groupe qui s'est constitué assez tôt et qui, au début, prêchait dans le désert, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'on n'obtenait quand même pas beaucoup de soutien de la part de la plupart des directeurs, directrices des ressources humaines. Et puis, des consultants en recrutement et en RH qui ont commencé à cette époque-là à s'inscrire dans cette nouvelle niche marchande qui était extrêmement étroite, mais qui était quand même soutenue par l'Union européenne, par le gouvernement et qui pouvait peut-être être prometteuse. Alors, des entrepreneurs de la cause des élites de la diversité, c'est-à-dire, à ce moment-là, en France, on assiste à l'émergence de nouveaux mouvements qui visent à promouvoir une plus grande place des minorités ethniques et raciales, même si ce n'est pas comme ça que les choses se disent à l'époque, en tout cas des minorités, des descendants de l'immigration, parmi les élites économiques, politiques, administratives. Hein. Donc ça, c'est un mouvement nouveau qui rompt avec la tradition de l'antiracisme militant en France à bien des égards. Et donc, je vais aller très rapidement, mais il y a à la fois des associations et des clubs qui cherchent à diversifier les lieux de pouvoir et qui produisent toute une expertise, du lobbying pour porter cette cause. Donc, en particulier, le club du 21e siècle qui a créé après qui a créé l'association, l'AFMD, l'Association des Françaises des managers de la diversité, donc qui a un peu lancé finalement ce monde professionnel des managers de la diversité. Et puis des organisations qui visent à rapprocher des jeunes diplômés issus de l'immigration et le monde de l'entreprise et qui émergent à ce moment-là, qui commencent à vendre des services sur ces questions-là et qui mêlent un registre à la fois marchand et civique, d'engagement politique et de services marchands. Donc, parmi ces organisations, on peut citer Nos quartiers ont du talent, l'AFIP ou Mosaïque RH, dont Estelle Barthélémy est l'une des fondatrices. Quatrième acteur, c'est l'État. Et ça, c'est une énorme différence par rapport au contexte états-unien. Et c'est quelque chose que j'ai vu en comparant les deux pays et qui n'aurait pas été possible de voir, me semble-t-il, sans faire cette comparaison. Alors, très rapidement, dans les années 2000, au début, l'État est un soutien très discret des initiatives privées. Et en fait, vient suivre des initiatives privées. Il ne fait que valider ce que des acteurs privés autour de l'IMS, de la charte de la diversité, etc., il ne fait que suivre ce que ces acteurs privés ont construit, forgé, etc. Mais il y a un tournant qui s'opère à peu près au moment de la création du label diversité en 2008, puisque le label diversité, bien sûr, il a été forgé par une très grande diversité d'acteurs, mais c'est une propriété de l'État, c'est un label étatique, avec une commission de labellisation qui est dirigée par l'État, et surtout, le cahier des charges du label diversité reprend toute la grammaire du droit antidiscriminatoire. Donc, en fait, à travers ce label diversité, finalement, toutes les catégories et toute la grammaire du droit antidiscriminatoire va s'immiscer dans le management de la diversité à la française, alors qu'aux États-Unis, et ça je pourrais y revenir si vous avez des questions après, mais aux États-Unis, on a deux choses très différentes. On a les politiques antidiscrimination et le management de la diversité. Ces deux choses-là sont complètement disjointes aux États-Unis. Ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes contenus, ce ne sont pas les mêmes fonctions. Et en France, au contraire, on voit apparaître une catégorie beaucoup plus hybride avec une emprise plus importante des pouvoirs publics. Alors, je vais souligner deux caractéristiques de l'acclimatation du management de la diversité en France, donc qui distingue la France des États-Unis. La première caractéristique, c'est la mise à distance des arguments les plus utilitaristes finalement dans la gestion de la diversité. Et là, j'ai une citation avec une responsable diversité que j'ai interviewée dans les années 2010. Je lui demande, et les arguments un peu business, sous-entendus sur la question de la diversité, elle me dit, alors oui, l'argument business, il fonctionne avec les managers, mais si vous voulez, on n'a jamais prouvé que c'était bon pour le business, la diversité. Et puis, je veux que les gens soient convaincus que c'est bon tout court, que c'est bon, qu'il y ait une meilleure ambiance, que c'est bon pour qu'on se regarde dans la glace le soir, que c'est bon, voilà. Parce qu'effectivement, une équipe diversité sera plus créative, on a besoin de créativité. Mais je pense que c'est plein d'ingrédients mélangés. Il n'y a pas un ingrédient qui va convaincre quelqu'un. Nos collaborateurs aujourd'hui sont convaincus parce qu'on leur a donné plein d'ingrédients pour connaître. Le côté légal, le côté intérêt pour la banque, c'est dans une grande banque, le côté RSE, le côté bien-être au travail, etc. Il faut les encercler
Donc, elle m'explique en fait que finalement, la diversité, le discours du business case for diversity, elle n'y croit pas tellement, que c'est finalement pas ce qui marche le mieux et qu'il vaut mieux faire feu de tout bois. Alors qu'au même moment, les managers de la diversité que je rencontre aux États-Unis sont dans une espèce d'obsession de la démonstration de la rentabilité économique à très court terme, en business dollars, me disent-ils tout le temps, des initiatives diversité. Donc ça, c'est la première caractéristique du management de la diversité à la française. C'est une sorte d'euphémisation de l'utilité économique de la diversité, parce que d'une certaine manière, une trop grande visibilité de cet argument pourrait affaiblir la valeur morale de ces initiatives. Je lâche ça comme ça, et puis si vous voulez rebondir dans la discussion, ça sera possible. Alors, la deuxième caractéristique que je voudrais souligner ici, c'est qu'en France, on assiste à une véritable déracialisation de la catégorie de management de la diversité, qui, je le rappelle, j'ai souligné tout à l'heure, est quand même une catégorie qui est née pour parler des descendants de l'immigration postcoloniale, des minorités visibles, disait-on à l'époque. En tout cas, c'était la tentative c'était le terme introduit par Sabeg et Méhagneri à l'époque. Alors pourquoi cette déracialisation? Alors bien sûr, il y a un problème du côté des pouvoirs publics, puisque il n'y a pas de politique publique claire et ambitieuse sur les discriminations ethno-raciales depuis, grosso modo, la fin des années 2000, début des années 2010. Il n'y a aucune mise à l'agenda de cette question des discriminations liées à l'origine. D'ailleurs, le terme origine a complètement disparu, je ne parle pas du terme ethnique, etc., mais a complètement disparu du vocabulaire politique national, alors qu'au même moment, les politiques publiques catégorielles visant d'autres publics désavantagés, comme les femmes, les personnes en situation de handicap, les seniors, les jeunes, les habitants des quartiers, des territoires de la politique de la ville, ces politiques catégorielles, elles prospèrent. Alors, je ne dis pas qu'elles marchent très bien, qu'elles ont une très grande résonance et un très fort impact, mais en tout cas, le contraste est frappant entre l'absence totale de discours politique sur les discriminations liées à l'origine et un foisonnement de politiques qui ciblent spécifiquement d'autres groupes désavantagés sur le marché du travail. Mais le problème n'est pas, ça c'est aussi une thèse que je défends dans l'ouvrage, n'est pas seulement le fait de l'État. Finalement, les politiques de la diversité, en France comme aux États-Unis, d'une certaine manière, elles reflètent les priorités des politiques publiques. Elles n'en font pas beaucoup plus. En tout cas, elles reformulent ces priorités, mais on ne peut pas dire qu'elles se caractérisent par une innovation très importante par rapport aux orientations qui sont fixées par l'État. Donc, par exemple, dans les entreprises, ce que j'ai pu constater, c'est un déni des discriminations raciales, y compris dans les services diversité, y compris de la part de personnes qui étaient sincèrement convaincues qu'il fallait lutter contre les discriminations et les injustices, etc. Et donc, on peut proposer l'idée d'une forme de reproduction de l'ignorance, puisqu'il n'y a pas de monitoring obligatoire, vu la controverse sur les statistiques ethniques, alors même qu'il existe un monitoring obligatoire pour les femmes, enfin pour l'égalité femmes-hommes, qu'il existe un monitoring obligatoire pour les personnes en situation de handicap. L'État n'impose aucun monitoring obligatoire, donc les entreprises ne se sentent pas obligées de mettre en place un monitoring volontaire, et donc ça fait disparaître le problème. Et c'est ce que je voudrais quand même souligner, le fait que tous les outils sont là depuis le début des années 2010 pour mettre en place un monitoring ethnique dans les entreprises. Alors, c'est coûteux, c'est plus coûteux que de mettre en place un monitoring sexué, parce qu'il y a des précautions à prendre vis-à-vis de la CNIL, etc., parce qu'il y a des risques, étant donné effectivement la sensibilité de cette question, mais les outils sont là, et la CNIL et la HALD, puis le défenseur des droits, n'ont eu de cesse d'encourager les entreprises de mettre en place ce monitoring. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Puisqu'il y a un déni des discriminations ethniques et raciales, il y a des programmes, mais qui reposent sur des proxys de la race et de l'ethnicité, dans les termes des sciences sociales, c'est-à-dire qu'on va utiliser d'autres variables comme l'origine sociale, le diplôme, le territoire, pour cibler indirectement des minorités ethniques et raciales, sans jamais pouvoir les nommer, ce qui pose des problèmes, parce d'abord, on n'explicite pas l'objectif de la politique, et puis on perd au passage toute une partie
partie de la population, par exemple, je sais pas moi, des diplômés qui sont ni jeunes ni nés dans des territoires prioritaires de la ville, des politiques de la ville, ou qui n'ont pas, qui viennent pas de milieux populaires, par exemple. Donc ces personnes-là, qui sont des personnes appartenant à des minorités ethno-raciales, échappent totalement à ces politiques. Et puis, il faut quand même le dire, ces programmes se situent à la marge des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, ces programmes, finalement, dans les entreprises encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous serez d'accord avec mon interprétation, mais ça relève plus du mécénat et de la communication que de la stratégie RH. Quand on voit le contraste entre ce que les entreprises déploient, en tout cas, pour mettre en place, promouvoir les femmes dans différents échelons du management, etc., il n'y a absolument aucune comparaison avec ce qui est opéré du côté des minorités ethno-raciales. Alors là, je vous donne juste une citation qui illustre ce déni des discriminations, et j'en ai beaucoup en stock, hein, c'est-à-dire avec une responsable diversité qui me dit clairement chez Big Corp, donc c'est évidemment un pseudonyme, hein, il n'y a aucune problématique ethno-raciale. Ce n'est pas la couleur de peau, c'est l'origine sociale, c'est ça le problème. Si tu es fils d'ambassadeur noir, il n'y a aucun souci. Ce sont les codes sociaux, c'est l'école que tu as faite, c'est le quartier, c'est la façon dont tu t'habilles, ce n'est pas du tout ta couleur de peau. Si tu es blond aux yeux bleus et que tu viens de Roubaix, tu as quand même fait de belles études, mais que tu as un petit accent de banlieue, c'est là où tu seras discriminé. Et donc, ce discours qui renvoie les discriminations aux origines sociales, au territoire, etc., il est très puissant et il est repris par de nombreux managers de la diversité que j'ai interviewés à l'époque. Et donc, voilà, pour conclure, parce que j'ai évidemment été déjà trop longue, voilà un tableau qui, d'une certaine manière, voilà, récapitule les principales différences entre le management de la diversité à New York, à Paris, enfin aux États-Unis et en France. Hein. Donc, dans le profil des entrepreneurs de la diversité, une domination des acteurs marchands et gestionnaires du côté des États-Unis et une coalition beaucoup plus disparate qui inclut État, marché, société civile du côté français. Sur le plan de vue du discours, aux États-Unis, on a une très forte mise en scène de la proximité à la rhétorique du profit. Hein. Donc, il y a vraiment une nécessité d'une performance de cette loyauté au profit immédiatement mesurable, alors qu'en France, on a une plus grande distance par rapport à cet argument utilitariste de l'inscription de la diversité au service du profit, et ce qui me fait dire que la diversité en France, le management de la diversité est une catégorie hybride, à la fois gestionnaire et civique. Et enfin, c'est ce que je viens d'évoquer, les minorités ethno-raciales, quelle est leur place dans ces politiques? Eh bien, aux États-Unis, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont effacées dans les discours, qui sont aussi des discours extrêmement abstraits, portant sur toutes les différences, etc., mais qu'elles sont ciblées en pratique dans les dispositifs concrets. Pourquoi? Parce que y a des outils, bien sûr, il y a des politiques publiques derrière qui soutiennent. Et en France, au contraire, on constate que ces minorités ethno-raciales sont à la fois effacées dans les discours et ignorées en pratique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais départager mon écran. Merci beaucoup, Laure. C'est absolument passionnant et on voit là, je veux dire, le travail de longue portée des sciences sociales et la capacité d'entrer dans des enquêtes sur de nombreuses années, tous les effets et les gains que ça produit. Je vais dire deux choses avant de donner la parole à Estelle Barthélémy. Je vous propose qu'on garde la discussion après les deux présentations successives, mais d'abord de dire que tu saisis à travers... Je ne rentre pas dans les nombreuses réflexions et questions que ta présentation ouvre, mais tu saisis juste un point par le prisme de ces services RH des grandes entreprises, un questionnement qui est, je crois, très important aussi pour le monde des fondations, le monde du secteur non lucratif, qui est de savoir, au fond, est-ce qu'on profite de la liberté qu'on a par rapport à la puissance publique, de l'écart, pour faire autre chose radicalement que ce qu'elle fait? Ou est-ce qu'on est dans une porosité, dans une imitation, dans une hybridation, avec des référentiels d'action qui sont qui sont développés au sein de la puissance publique? Je crois que c'est vraiment une question majeure. Tu réponds plutôt en soulignant la proximité que l'écart ou la recherche de la distance. Et ça pose tout un ensemble, évidemment, de questions de positionnement et de l'analyse d'ensemble de la société, puis de positionnement aussi pour les organisations. Et ça, c'est très précieux, entre autres choses. Et deuxième remarque, toute petite et beaucoup plus anecdotique, c'est que c'est quand même très rare d'avoir une présentation dans laquelle la deuxième intervenante est présente dans l'objet.
puisque Estelle a été évoquée parmi les actrices de ce mouvement. Et donc, voilà, c'est une transition parmi d'autres qu'il est possible de faire. Et Estelle, je te propose d'intervenir voilà, maintenant et on garde la discussion plus générale pour après ta présentation. Merci beaucoup, Laure et Estelle. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Laure. J'ai l'impression d'être un peu un dinosaure, hein, d'être dans l'historique des mouvements en faveur de la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité. Merci beaucoup, ça m'a rappelé beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qu'on a vécues, nous, de l'autre côté de la barrière. Je vous ai préparé un petit PowerPoint très rapide pour pas vous assommer. Donc, et en images en plus. Donc moi, j'ai grandi à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Je vous le dis parce que ça éclaire justement la suite du parcours. Je fais des études à Paris 1. À l'époque, en habitant la banlieue, on pouvait encore aller à la fac à Paris. Il n'y avait pas ce découpage. J'ai fait un passage dans pas mal de PME, quelques petites PME. Je suis partie un peu vivre au Vietnam. J'ai été directrice adjointe d'un CFA, Centre de formation d'apprentis. Et justement, en 2005, ma route croise celle de Saïd Amouche. Et là, on discute quand même de pas mal de problèmes que rencontrent nos cousins, nos petits frères dans nos quartiers respectifs. Lui vient de Bondy, de se dire, ben, les jeunes d'aujourd'hui, dans nos quartiers, font des études. Par contre, après, c'est le parcours du combattant pour accéder à un job, alors que dans ces années-là, déjà, il y avait 100 000, 200 000 postes non pourvus. Et on se dit, bon, bah, quand on parle jeunesse, quartier, on voit les missions locales, les jeunes qui galèrent, les capuches. C'était à l'époque, il y a eu des émeutes aussi, 2005-2007. Et on se dit, nous, ça ne correspond pas à une réalité qu'on appréhende, qui est ce vivier de talent qui existe et qui est dans les quartiers. C'est à ce moment-là qu'on réfléchit. Et on monte Mosaïque RH pour aller, et on va convaincre tous ces gens que Laure a cités, pour leur dire, bah, écoutez, vous ne savez peut-être pas faire, mais dans ces quartiers, il y a des talents. On va vous les détecter, vous les proposer. Et donc, on monte Mosaïque RH pour nous dire, vous êtes des entrepreneurs sociaux. Là aussi, on était des dinosaures de l'entrepreneuriat social. Trouver une réponse économique à un problème sociétal. Donc, on a ce modèle hybride, marchand, non marchand. Marchand parce qu'on vend des prestations aux entreprises de détection de potentiels et de candidats de façon différente, d'accompagnement de ces entreprises, déjà des missions de conseil pour les faire prendre conscience, pour les faire travailler autrement sur leur politique RH. Et puis, un focus sur nos jeunes candidats qui, moins que les autres, ont l'opportunité de faire des entretiens et donc de se former à ces techniques pour convaincre, moins que les autres savent vers où s'orienter, même sur la fin de leurs études supérieures. Et donc, comme ça, ce modèle hybride, on est 2, puis on est 10, puis on est aujourd'hui Mosaïque RH, ils sont 80 sur 5 territoires. Donc, c'est vrai que voilà, la machine a fonctionné, on a fait pas mal de tests, et je vous reparlerai aussi d'une fondation qui nous a fait confiance dès le début, justement pour tester des innovations. Je finis mon parcours, le petit garçon là en bas à droite, c'est mon fils. Je repasse un master en 2020, 2018-2020 à l'ESSEC, puisque je décide de quitter. Enfin, j'ai jamais fait de pot de départ, comme me dit l'équipe, mais voilà, je fais un peu autre chose et je fais Oya Agency, qui est un cabinet de conseil à impact social positif, où là, j'accompagne d'autres entrepreneurs sociaux, d'autres associations à grandir, à se développer, notamment sur leur modèle économique, leurs mesures d'impact. Et puis, toutes ces associations sont plutôt dans le champ de l'emploi, de l'égalité homme-femme, de la lutte contre les discriminations, du handicap. Donc, je ne suis pas très loin et je ne suis jamais très loin de Mosaïque RH avec le beau sommet qui se prépare pour la semaine prochaine. Mais pour revenir à nos moutons et revenir à ce pourquoi j'interviens aujourd'hui, j'ai eu la chance d'intégrer le comité Se regarder, se parler autrement, agir contre les discriminations. Donc, j'avais un petit WooClap à vous proposer. Alors, hop, je le mets aussi dans le chat. C'est pour vous réveiller. Et donc, je vous demande, sur mon WooClap, hop, si vous avez une idée de quel est le pourcentage de victimes de discrimination professionnelle fondée sur l'origine ou la couleur de peau qui n'entament aucune démarche. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous pouvez répondre? Ouais. Alors,
Donc, super, vous arrivez à participer, c'est génial. Merci beaucoup pour vos participations. La réponse est 88%. Alors que pour les personnes qui sont en situation de handicap, le chiffre est moins élevé, c'est 75%. Et donc, tout ça pour introduire mon propos sur le comité. Attendez, hop, je jongle avec les trucs. Je suis moins experte. De ce très beau comité de la Fondation de France. Donc, nous sommes 7 membres issus de différents mondes. Monde de la recherche pour Daniel Lochac et Patrick Simon. Monde de la recherche aussi, mais côté psychologie avec Raki Kassi, qui s'occupe beaucoup des problématiques que les personnes en tant qu'individus rencontrent et vivent face à des situations de discrimination. Awad Ramé, qui elle est sur la promotion de l'entrepreneuriat pour des personnes issues de quartiers ou de minorités. Mohamed Meshmash, que beaucoup connaissent, Assez le feu, qui a beaucoup agi justement après les problématiques de soulèvement dans nos quartiers 2005-2007. William Hacker, qui lui est issu de la communauté des gens du voyage, qui est juriste et qui s'est saisi de ces problématiques-là. Et moi-même, donc un travail qui est mené en interne par Javod Spielman, qui nous écoute, et par toute son équipe, donc je les salue. Un gros travail, un axe qui synthétise des axes qui existent depuis longtemps et des problématiques traitées par la Fondation de France sur d'autres formes, mais là avec un vrai focus sur ces questions de discrimination sur l'origine. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il y a toujours énormément de problèmes et on ne peut pas dire c'était mieux avant, mais on ne peut pas dire non plus c'est mieux maintenant. On a quand même toujours des fragmentations de notre société qui sont liées aux origines raciales, ethniques dans notre pays. Il y avait un autre petit chiffre que je trouvais intéressant, issu de l'enquête Trajectoire et Origine. 58% des hommes ayant été discriminés sur l'origine, sur leur couleur de peau. Donc assez récent. Et puis, pour faire le lien avec Mosaïque RH, il y a une étude qui a été menée sur le SB 120, donc les 120 plus grosses entreprises. Je vous mets le lien. Et là, on peut peut-être répondre dans le chat. Est-ce que vous savez le pourcentage de personnes dans le top management qui seraient issues de minorités visibles? Je vous mets le lien dans le chat. 10%, 60%. Il y a 4, on s'en rapproche, 5. Donc, on est à 3,5% parmi les dirigeants de comités exécutifs et 4,2% parmi les membres du conseil d'administration. Si on prend là les femmes, c'est pire, vous verrez dans l'étude. Et selon l'INSEE, quand même, la part des immigrés et descendants d'immigrés représente 30% de la population de la France, dont 13% issus de l'immigration extra-européenne. Donc, je refais le lien avec les activités de Mosaïque. Alors, si on revient sur le comité Se parler autrement, c'est un budget annuel de 800 000 € avec l'objectif d'identifier des porteurs de projets qui vont agir sur 4 types d'actions. Comprendre pour agir, et ça veut dire aussi financer des actions de recherche, puisqu'on n'a pas assez de données, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir mieux communiquer sur ce qui se passe, mais pour tout le monde, les acteurs associatifs, les entreprises et même l'État. Donc, il y a un vrai objectif autour de la recherche. Le prendre soin pour les personnes qui sont victimes. Ça coûte très cher de parfois porter plainte, comme je vous le disais. Les gens laissent tomber alors que c'est terrible. Et puis, on a comment on fait pour outiller aussi
Alors, les associations et les personnes dont les associations spécialisées s'occupent. Et puis, favoriser la coopération entre acteurs associatifs pour pas à chaque fois réinventer la poudre, mais peut-être créer de l'innovation autour de ces questions. Pour faire le lien avec la suite de ma présentation, j'ai pas mal d'exemples que je vais vous donner et j'espère que ça ne va pas trop en irriter certains, avec des fondations qui sont quand même soit anglo-saxonnes, soit internationales, et où cette question du racial, ethnique, c'est pas un sujet parce qu'elles connaissent déjà, elles traitent déjà, alors qu'en France, effectivement, et je pense que Laure l'a bien marqué, on peut difficilement, et encore aujourd'hui, je pense à certaines associations qui sont un peu mises de côté, notamment par des financeurs publics, parce qu'elles traitent, voilà, lutte contre l'islamophobie faite aux femmes musulmanes. Voilà, ça c'est des très belles associations qui ont encore beaucoup de mal à avoir les financements à hauteur de ce qu'elles font comme qualité, comme aussi la façon dont elles s'occupent des victimes. Donc en France, il faut quand même le dire, ce comité, se regarder, se parler autrement, agir contre les discriminations, il souhaite emmener aussi des changements de pratiques pour aller se concentrer sur des choses qui sont encore assez peu finalement financées. J'espère, Javotte, je te laisserai me corriger. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. La suite de ma présentation. Hop, pardon, je n'y arrive pas. Ah oui. Hop. Alors, quelques exemples. En préparant, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait les intéresser finalement? Acteurs associatifs, un peu dinosaures, qui a vu d'autres projets aussi se lancer et réussir pour lutter contre les discriminations. J'ai eu envie de prendre plusieurs axes d'entrée. Le focus financement de l'innovation sociale en matière de lutte contre les discriminations et promotion de la diversité. Là, je parle quand même beaucoup de l'exemple de Mosaïque, mais c'est vrai que maintenant, c'est installé, tout le monde a l'impression de connaître, c'est super. Nous, quand on s'est lancé, c'était un peu dans une cave. On nous disait, de toute façon, les boîtes, elles ne paieront jamais pour vos candidats. On a prouvé qu'on pouvait faire un peu d'autres choses, on pouvait innover sur ces questions-là. Et notamment, on a fait des très belles actions autour de l'alternance. Et c'est une des premières fondations qui nous a aidés, c'est la Fondation SFR. Et ça me permet d'évoquer la convergence des luttes, parce qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui travaillait sur ces questions de diversité chez SFR, c'était 2008, donc c'était il y a longtemps, qui s'appelle Jérémy Bourrois, qui lui travaille beaucoup sur les questions de handicap, et qui de fait a très vite compris le modèle qu'on proposait, la façon dont on allait travailler, et c'est vraiment lui aussi qui a porté en interne le fait de pouvoir travailler sur l'insertion des alternants, puisque quand on cherche une alternance, qu'on habite un quartier, c'est pareil que quand on cherche un job. Et donc, voilà, un vrai... des fondations qui ont pu aussi soutenir des actions et qui ont accéléré, en fait, notre innovation de l'époque. Et donc, je voulais citer aussi une entreprise française, parce qu'il n'y avait pas non plus que des entreprises américaines, avec un contexte d'entreprise qui était quand même un contexte d'entreprise qui avait des besoins, pour reboucler avec ce que dit Laure, qui avait des gros besoins de recrutement déjà sur des profils ingénieurs, et qui voyait quand même tout l'intérêt d'aller un peu diversifier sa façon d'aller détecter des jeunes talents. Et surtout, quand elle les recrutait, ils n'allaient pas chez Orange ou chez Free, déjà, qui commençait à frétiller à l'époque. Peut-être aussi un exemple qui est moins français, mais une structure Open Society, qui est quand même une fondation qui ose aussi aller dans des soutiens quand d'autres n'y vont pas, qui a lancé en 2017 un centre pour les arts et la culture qui est à Berlin, qui est la première pour une institution qui promeut les artistes roms. Donc, voilà, des structures, je m'étais dit, tiens, innovation sociale, on soutient l'idée et on porte un projet. Après, je me suis dit, en France, on ne peut pas dire... Je me souviens déjà en 2009-2010, j'étais en lien avec un cabinet qui s'appelait Rare Recruitment, qui était en Angleterre, qui était venu nous voir et qui nous disait, nous, on nous appelle, on dit,
je veux 10 développeuses femmes noires. Voilà, on prend le brief et on y va. Et donc, moi, j'avais dû lui expliquer comment ça se passait en France et qu'on ne faisait pas ça. Et donc, un focus territorial avec ce qu'a fait la fondation JP Morgan, qui était assez osé, d'investir 26 millions d'euros sur un territoire sur 5 ans, qui était le territoire du 93, avec un territoire quand même où, en 2022, le constat est le suivant, c'est qu'on a toujours 63% des personnes interrogées qui déclarent avoir été victimes d'actes de discrimination au cours des 5 dernières années. Donc un territoire qui regroupe quand même des populations beaucoup plus immigrées, migrantes, et donc là, une fondation qui fait le choix, un vrai choix territorial, que je trouve que je trouvais intéressant de le notifier. Troisième axe que je voulais vous partager, c'est le focus un peu outillage, notamment numérique pour accélérer les associations, sur la base de l'expertise d'une entreprise. Là, c'est la Fondation Accenture, qui a 2 axes, hein, qui a un axe sur soutenir des associations, des organisations qui favorisent la mise à l'emploi, donc qui luttent contre le chômage et donc contre la pauvreté, et une action qui vise à renforcer la réflexion, les compétences numériques, tout ce qui est l'utilisation du numérique, du digital. Et donc, il se trouve effectivement que Mosaïque a pu plusieurs fois bénéficier de cet accompagnement-là, mais pas que. Je pense à d'autres associations, je pense à Article 1, qui aussi a pu bénéficier du soutien et financier, mais aussi beaucoup de mécénat de consultants Accenture, et donc qui ont accéléré les projets. Pour Mosaïque RH, ça veut dire aussi la plateforme diversifiervostalents.com, toujours dans l'obligation d'innover, hein, et d'être au plus proche du marché. Le marché de l'emploi en 2005-2008, c'est plus du tout le marché de l'emploi d'aujourd'hui. Donc, ce qui pousse aussi à travailler sur ces questions de lutte contre les discriminations en 2022. Et aujourd'hui, les recrutements se font sur Internet, c'est l'intelligence artificielle qui prend le dessus. Et donc, d'avoir des fondations qui ont conscience de ça et qui accompagnent finalement aussi des transformations qui dépassent les acteurs de la lutte contre les discriminations. Et dernier axe, je ne sais pas trop où on en est sur le temps, mais je pense qu'on veut vraiment vous laisser la parole. Donc, j'accélère un peu, Nicolas. Le focus, investir sur les porteurs et les porteuses de projets. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, on a l'exemple d'Ashoka quand même, hein, qui est très présent. Mais là, j'ai voulu mettre l'accent, voilà, mettre un petit focus aussi de cœur sur un programme, le fellowship Ariane de Rothschild, des fondations Edmond et Benjamin de Rothschild, qui s'est lancé en 2009, qui était à l'époque quand même très innovant, parce que le programme se focalisait sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire comme porteurs de dialogue interreligieux et interculturel. Donc, on avait des porteurs de projets partout dans le monde, mais essentiellement États-Unis, Angleterre, France. Et l'idée, c'était d'investir du savoir académique. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller à Columbia et de développer un réseau qui, au-delà du temps qu'on passait ensemble, on pouvait monter des projets ensemble, on pouvait communiquer aussi sur les différentes réalités des pays dans lesquels on était. Et en tout cas, un effet qui n'était peut-être pas prévu, mais en France, on a été, je pense à beaucoup d'acteurs en fait qui aujourd'hui sont connus. Je pense à Atina Marmora de Revel, Tara Dickman de Next Level. On a Singer, enfin pas mal de gens. On a Sarah Zweig de LaLab. Beaucoup d'acteurs en fait qui travaillions sur ces questions de lutte contre les discriminations. On a réussi à mieux se connaître puisque d'une promo sur l'autre, on se cooptait où on se mentorait. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la Fondation Obama, c'est ce qu'elle fait aussi. On a des acteurs français de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité qui ont été identifiés, qui ont pu partir aux États-Unis, peut-être avec un dimensionnement et un financement autre. Mais je voulais mettre l'accent sur cette initiative de cette fondation, parce qu'à l'époque, c'était quand même très
c'était très nouveau. Voilà, personne ne le faisait. Donc voilà. Et la fondation, cette fondation nous a aussi financé Mosaïque RH sur notre programme féminin en 2011, à partir de 2011. Et à l'époque, quand même, alors maintenant, ça se fait beaucoup plus, mais on nous titillait beaucoup en disant « Ah, mais est-ce que c'est normal, un groupe, il n'y a que des femmes ça serait bien d'avoir un peu de mixité quand même. » Et donc, bon, voilà, c'était aussi... cette fondation avait une vision peut-être un peu en avance par rapport à des questions voilà, de non-mixité choisie, comme on dit. Voilà, c'était, je voulais vous faire un petit mot aussi, petite rétrospective d'action. Et est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ah oui, si, j'ai d'autres choses à vous dire. J'avais envie de vous faire un petit sondage avant qu'on se quitte. Jusqu'à la discussion, tu restes dans la discussion, Estelle. Bien sûr, Ah, oui. mais je voulais un peu, pour éviter que... Voilà, un autre petit WooClap. D'après vous, et ça nous donnera une vision intéressante, d'après vous, pour aller plus loin sur ces questions de lutte contre les discriminations en France, qu'est-ce qu'il faut faire? Réaliser des actions de sensibilisation et de formation qui touchent chacun individuellement, créer un grand moratoire qui réunit toutes les parties prenantes, associations, défenseurs des droits, pouvoirs publics, entreprises, pour mettre en place une politique publique plus efficace, s'appuyer sur la philanthropie afin que les acteurs qui agissent dans le domaine soient beaucoup plus financés, mettre l'accent sur le volet légal et la pénalisation des actes, s'appuyer sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour innover sur ces questions, et promouvoir la recherche sur ces questions et la diffusion des résultats de ces travaux. Allez, alors, vous pouvez jouer, entre guillemets. Allez-y, allez-y. Et je vais vous partager l'écran du coup. Et là, on entrevoit quand même beaucoup de choses que Laure a pu nous partager sur la spécificité française, le travail, l'État, les organisations, la philanthropie. Hop. Alors, tout le monde a voté. Je savais que j'avais beaucoup de chercheurs dans le public ce soir. Donc, la dernière question, je me suis quand même dit... Il y a peut-être un réflexe un petit peu corporatiste des chercheurs. Là, exactement. C'était le jeu. Oui, bah oui. D'accord. Est-ce que... Allez, encore 2-3 secondes et puis on va regarder ce que vous nous proposez. Je pense que ça n'étonnera pas. Alors, on a... en premier lieu, à égalité, créer un grand moratoire, mettre l'accent sur le volet légal et promouvoir la recherche sur ces questions et la diffusion des résultats. Ce qu'on ne mesure pas quand même n'existe pas. Enfin, c'est difficile de le faire exister. Donc, je partage quand même pas mal ce que vous avez pu nous répondre. Merci à vous et je mettrai à disposition les résultats de ce mini questionnaire en ligne à Nicolas et Rémi. Un grand merci, c'est très utile et on voit là donc du matériau pour un prochain ouvrage de Laure constitué en direct. Donc la discussion est ouverte. Je vous invite à lever la main. Je crois qu'on a tous bien maintenant pris l'habitude de ce genre de fonctionnement. J'ai pas mal de questions, le temps que les premières émergent. Il y en a une, vous l'avez abordée l'une et l'autre de manière frontale et c'est un trait commun vraiment de vos présentations dans des prismes, encore une fois, très différents de chercheuses et d'actrices. Le déni de la race dans la société française ou des inégalités ethno-raciales. Voilà. Essayons de l'affronter une seconde. Alors, en précisant tout de suite, parce que ça va de soi, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, qu'une personne ici ne parle de race comme d'une catégorie biologique ou biologisante. La race, c'est évidemment le résultat d'une relation sociale et puis l'assignation à une identitaire
qui vient de l'extérieur et qui rattache voilà, involontairement à un statut social inférieur ou à une place infériorisée dans une hiérarchie. Bon. Une fois que ceci est dit, vous montrez cette difficulté. Alors, il y a une question qui s'adresse, je pense, autant aux citoyennes qu'aux chercheuses, aux professionnels. C'est comment vous l'expliquez, cette permanence du déni, de l'incapacité à affronter cette question qui, quand même, est très forte dans notre société. Et Laure a bien dit que ça faisait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on n'avait pas de mise à agenda de cette question par les pouvoirs publics. Et c'est quand même un énorme sujet. Et deuxième question plus précise, vraiment celle à laquelle je vous invite voilà, à répondre, c'est vous avez évoqué l'une et l'autre en fait, des détours, on va dire des stratégies indirectes. Estelle a évoqué le focus territorial et on sait qu'en termes d'action publique, beaucoup de questions qui sont rattachées aux inégalités ethno-raciales sont traitées par un prisme territorial indirect. Est-ce que ces stratégies indirectes, finalement, sont à la hauteur? Est-ce qu'elles sont des substituts, des palliatifs qui sont intéressants, même s'ils n'affrontent pas le sujet directement, ou est-ce qu'ils sont plutôt des obstacles et voilà, des instruments de maintien de l'ignorance, comme ça a été dit? Donc ça, c'est plutôt pour Estelle, sur le focus territorial, et est-ce que c'est une manière, est-ce que ce détour, cette stratégie indirecte a des vertus, ou est-ce qu'elle est plus pénalisante qu'autre chose? Et par rapport à Laure, c'était de savoir, là c'est vraiment une question de compréhension de ton propos, que tu as évoqué à la toute fin, la manière dont l'État s'immisçait dans finalement les stratégies des entreprises, peut-être aussi dans les stratégies à travers des bonnes pratiques du secteur non lucratif. Et est-ce que c'est pas aussi une manière indirecte pour l'État d'essayer de traiter une question qu'il n'affronte pas de manière directe? Donc ça, je n'ai pas saisi si c'était un élément de la thèse que tu défendais ou si c'était juste une extrapolation sauvage de ma part. Voilà. Je peux peut-être de répondre, voilà, de prendre cette question qui était vraiment très, encore une fois, qui touche un point central et je pense très sensible dans vos présentations et de manière générale. Et voilà, d'autres questions émergeront sans aucun doute et sinon, moi, j'en ai encore pas mal en réserve. Peut-être juste pour compléter, et je m'étais noté de parler de D&I, Diversity and Inclusion. Et peut-être qu'en reprenant ce morceau-là, on arrive à répondre à votre question. Bien sûr, le prisme, s'il n'est que territorial, mais quand même, quand on va sur le territoire, on affronte quelque chose qui est une réalité, c'est une multiplicité des facteurs de discrimination. Si vous êtes une femme noire en situation de handicap et que vous habitez un quartier, ben, il y a forte chance que votre taux d'emploi soit deux fois inférieur à celui d'un homme, même d'un quartier du même âge. Donc, c'est vrai que le territoire, il ne peut pas tout expliquer. Cependant, il fallait bien prendre le truc par un bout. Donc, nous, c'est le bout qu'on a trouvé. Maintenant, on peut aller plus loin et c'est ce que disait Laure est intéressant, que les entreprises peuvent avoir quand même si on est en France, il n'y a pas de quota, peuvent quand même faire cette démarche de pouvoir mesurer. Je pense que c'est ce qu'il faut quand même pousser, de pouvoir se fixer des objectifs. Et donc, on peut se fixer des objectifs et les atteindre que si on a un point A et du coup, on peut atteindre un point B. Mais là-dessus, il va falloir quand même, et là, vous avez raison, qu'on puisse mesurer. C'est ce qui a été fait là sur l'étude que je vous ai partagée. Mais bon, le territorial permet aussi quand même d'appréhender pas tout le temps, mais moi, il y a la question des ultramarins qui était quand même assez importante quand on travaillait sur Mosaïque, des ultramarins, des jeunes qui arrivent, qui sont installés dans la famille, pas forcément dans les quartiers, mais qui subissent quand même de plein fouet une très grande discrimination sur l'accent antillais, sur leur couleur de peau, sur des préjugés très forts qui subsistent, sur des jeunes qui font des masters. Donc, et ça, c'était une vraie difficulté parce que parfois, quand on est une association, on a des financements politiques de la ville, donc il faut l'adresse, quartier, et effectivement, il faut trouver d'autres astuces. Et c'est là que la philanthropie, elle peut nous aider parce que les philanthropes, ils comprennent parfois un peu mieux que l'État quand même, et ils nous imposent un peu moins de choses, et on peut y aller, on peut prouver, on peut montrer.
Voilà pour Merci, c'est une réponse tout en nuance sur la question. Laure? Oui, merci pour les questions. Alors, pourquoi une telle incapacité à reconnaître les discriminations ethno-raciales, les inégalités produites par ces discriminations en France? Pourquoi toutes ces résistances? Alors, d'abord, je voudrais dire que les résistances invoquées généralement sur l'aveuglement à la différence de la République, l'idéologie universaliste, alors elles existent en droit français. Dans l'article 1 de la Constitution, il y a bien sûr un principe d'aveuglement à la race sans distinction qui n'a pas d'équivalent en droit américain, par exemple. Donc, il y a un obstacle juridique qui existe. Mais je ne pense pas que, d'abord, l'héritage républicain universaliste n'est pas intangible. Et en particulier, moi, avant de travailler sur la diversité, je travaillais sur les mobilisations pour la parité en politique. Et ce que j'ai essayé de montrer avec d'autres qui ont travaillé sur ça, c'est que justement, à ce moment-là, il y a une redéfinition de l'universalisme français qui, auparavant, se disait aussi réticent à reconnaître les catégories hommes-femmes que les catégories ethniques ou d'autres catégories qui viennent diviser dans la nation. Et donc, d'une certaine manière, à partir de cette loi sur la parité en 2000, on a commencé à fissurer le dogme de l'universalisme républicain et de l'adapter à la nécessité de reconnaître, pour des raisons d'égalité et d'inclusion, des hommes et des femmes, tout en articulant ça avec un discours républicain. Donc, je pense qu'en tout cas, l'argument qui est souvent invoqué d'une espèce de discours immuable, tradition immuable politique, n'est pas tenable. En revanche, je pense qu'il y a de véritables obstacles. Il y a des coalitions politiques très fortes qui s'opposent au traitement de ces questions, mais surtout aux statistiques ethniques et à la mesure, à l'usage des catégories ethno-raciales pour mesurer les inégalités. Et la raison pour laquelle ces oppositions sont si fortes, c'est que, de mon point de vue, le mouvement antiraciste français est beaucoup plus divisé, est très fortement et très divisé, très polarisé. Actuellement, c'est extrêmement conflictuel, donc ne porte pas une proposition unique sur ces questions. Il y a une partie du mouvement antiraciste qui est même très, très franchement hostile à l'usage des catégories ethno-raciales, donc c'est quand même pas rien. Et puis, je dirais plus généralement que dans la gauche française, ces inégalités ethno-raciales, elles ont toujours été reléguées au dernier plan des inégalités qu'il faut traiter, très loin derrière les inégalités de classe, hein, ça c'est sûr, et puis derrière les inégalités femmes-hommes maintenant, qui sont progressivement et péniblement se sont issues ont été en tout cas reconnues par l'agenda de la gauche. Donc, je pense qu'il y a quand même un problème aussi de l'ordre des rapports de force politique et de l'histoire du mouvement antiraciste français et de la gauche. Et enfin, je voudrais dire qu'il y a aussi, il y a un autre problème qui est que il y a à la fois le problème du déni des discriminations raciales, en tout cas c'est ce à quoi j'ai abouti comme conclusion, c'est que ce sont des discriminations qui sont perçues sur le mode moral, avec une charge morale extrêmement forte, c'est-à-dire que sur ces discriminations-là, on ne sort pas d'un discours d'une certaine manière moralisant, culpabilisant, accusatoire, ce qui a des vertus, et je ne suis pas du tout en train de remettre en cause cette nécessité de pénaliser, de dénoncer, mais disons que dans les entreprises, par rapport aux discriminations femmes-hommes, par exemple, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, parce que les discriminations femmes-hommes, on peut les sortir d'un débat moral et dire, voilà, il y a des disparités de situation, on va les réduire, finalement, on va pas accuser les gens d'être sexistes, mais on va essayer d'atténuer des inégalités de situation. Et c'est pour ça que je pense que la mesure est absolument nécessaire à la démoralisation du problème, et parce que ça permettra d'une certaine manière de prendre de la distance avec des arguments qui sont accusatoires et qui constituent d'importants blocages pour régler ces questions-là. Alors, la question de l'État et de son immixtion, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, hein, Nicolas, c'est-à-dire qu'effectivement, cette immixtion de l'État, elle prend place dans une transformation plus large de l'action publique, du gouvernement, de la régulation publique, qui s'appuie de manière croissante sur des acteurs privés pour mettre en œuvre l'action publique. Donc, la lutte contre les discriminations fait partie de ces politiques pour lesquelles l'État a rendu un adieu aux armes, comme disait Gwenaëlle Calves, c'est-à-dire à renoncer à agir directement par des moyens contraignants et à chercher à réduire son investissement aussi financier sur ces questions, puisque mettre en place une politique répressive, ça veut dire aussi mettre en place une politique de mise en application des sanctions
discrimination, etc. Donc, d'une certaine manière, on a délégué à des acteurs privés la prise en charge de ce problème. Alors, oui, mais moi, je constate que du coup, voilà, la conséquence de ce mouvement d'adieu aux armes, ça n'est pas pour autant le laisser faire. C'est-à-dire que l'État reste présent dans la définition des politiques d'entreprise. Mais je ne suis pas en train de dire que ça marche, que l'État a repris le contrôle de ces politiques. Et il y a tout un débat dans les sciences politiques sur capture, contre-capture, c'est-à-dire est-ce qu'on peut penser que l'État, après s'être fait d'une certaine manière capturé par des acteurs privés, cette question de la lutte contre la discrimination, c'est discrètement immiscé dans la définition de ces politiques et donc serait dans une logique de contre-capture, c'est-à-dire d'influencer les acteurs privés sans qu'ils s'en rendent compte et de les orienter vers les buts de l'action publique sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, absolument. Dans un cas comme dans l'autre, les réponses sont très, très claires. Maya Spanoud, responsable de l'Observatoire de la Fondation de France. Merci Nicolas, merci Laure et Estelle pour ces présentations très très intéressantes. Peut-être, c'est intéressant Nicolas que tu as posé la question justement sur la difficulté de parler de la race en France, hein, et moi j'ai passé pas mal de temps dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, et c'est vrai que c'est quelque chose qui étonne quand on vient de d'autres contextes. Peut-être juste une remarque par rapport à ce que Laure, vous disiez sur, je ne sais pas si c'est le terme que vous avez utilisé, mais l'incapacité de la lutte antiraciste en France de porter un message unique. En réalité, je me pose la question, est-ce que vraiment c'est une spécificité de la France ou pas? Parce que voilà, je trouve que par exemple au UK et au Royaume-Uni, mais aussi en Australie, finalement, il y a un grand désaccord qui existe sur les méthodes, les outils qui sont utilisés. Par contre, ce qu'il peut y avoir comme consensus, c'est qu'on se dit, voilà, il y a un problème avec la race et le racisme, et donc il faut qu'on intervienne. Il y a une sorte de consensus autour de quelque chose de très macro, mais finalement, les désaccords, même aux États-Unis d'ailleurs, hein, sur les méthodologies, peuvent exister. Donc ça, c'était une question, Laure, pour vous, si vous pouviez un peu nous en dire un peu plus. Estelle, je me posais la question aussi, vous avez cité dans la socio-histoire que vous avez tracée, le rôle de la philanthropie internationale à intervenir finalement sur le sujet en France, notamment lié aux questions de racisme, hein, basé sur l'origine ethno-raciale. Maintenant, je me demandais au cours de ce parcours que vous avez eu, quelles sont les réponses françaises que vous avez remarquées à ce rôle international finalement de la philanthropie? Et je me pose la question du côté des pouvoirs publics, d'autres fondations, d'acteurs privés. Quelle a été la réaction que vous avez pu remarquer, si vous êtes aussi si vous en avez remarqué une, hein, vis-à-vis de cette intervention internationale sur ces sujets. Est-ce que la réponse est celle de se dire « Ah oui, voilà, c'est encore quelque chose, une réponse du monde anglo-saxon à une compréhension de problématiques qui ne sont pas les mêmes en France ?» Ou bien est-ce qu'il y a certains acteurs qui, au contraire, se sont montrés ouverts aussi à ce dialogue? Enfin, je me posais la question, Laure, mais c'est vraiment quelque chose de très micro. Vous mentionnez que parmi les managers de la diversité que vous avez interviewés, il y en a beaucoup qui en France disent que voilà, le problème, ce n'est pas l'origine ethno-raciale, mais l'origine socio-économique. Est-ce que vous avez quelque chose de plus sur le profil sociologique de celles et ceux qui vous ont répondu? Merci. Qu'est-ce qui commence? C'est Estelle? Comme vous voulez. Estelle? Ok. Je pense que peut-être que la philanthropie internationale et anglo-saxonne a un peu un temps d'avance sur des évolutions de société quand même qui tirent. Hein. Je trouve que le fait que le vocabulaire change, là aussi on parle d'inclusion, donc reconnaissance de chacun pour ce qu'il est. On parle moins de l'intégration à la française. Les entreprises se ressaisissent aussi de reconnaître chacun, l'inclure pour ce qu'il est. Alors, ça reste des mots, mais quand même, je trouve qu'il y a de plus en plus un peu cette influence-là, où on n'est pas dans le modèle d'intégration
qu'on entendait beaucoup plus dans les années 2005. Là, je trouve qu'il y a... Donc, est-ce que c'est ces modèles un peu importés qui imposent, en tout cas, il y a des bonnes pratiques et je pense que les acteurs français doivent, je pense aussi, trouver à un moment donné que c'est intéressant d'avoir des actions qui ont une portée sur la société française. Et donc, ces modèles un peu différents anglo-saxons peuvent aussi porter des innovations qui donnent envie à d'autres d'y aller. Je trouve que la BNP, par exemple, là, fait des trucs intéressants. Elle choisit de soutenir des projets qui, il y a quelques années, n'auraient peut-être pas été, parce que peut-être parfois un peu clivant ou moins dans l'air du temps il y a quelques années. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ces acteurs internationaux. Juste pour la précision, est-ce que tu peux donner un exemple de projet soutenu par la BNP qui te semble intéressant ou est-ce qu'il y a une... Non, je vais le faire. Il y a le projet qui est porté par Swat Boutegrabé sur les décodeuses. C'est une action pour des femmes de quartier. Alors, elle n'est pas focusée là-dessus, mais dans ses promotions, il y a des femmes voilées. Et la BNP soutient ce projet et fait des photos. Et ça, c'est des choses qu'il y a quelques années, alors je ne parle pas pour la BNP forcément, mais où les acteurs auraient été un peu plus gênés d'être dans des projets, de porter des projets, où il y avait déjà une non-mixité choisie. On choisit d'être aussi sur des publics féminins pour travailler sur certaines problématiques, pour être à l'aise, pour parler de problématiques dans des milieux de la tech, donc milieux qui sont quand même des milieux très masculins, très sexistes. Donc voilà, ça c'est un projet, par exemple, aujourd'hui, qui est soutenu, et j'en suis très heureuse, et qui, il y a quelques années, aurait peut-être eu plus de mal à être soutenu. Donc voilà, est-ce que ça vous parle ? Oui, ça nous parle et surtout ça montre ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité d'un certain nombre d'acteurs à se saisir de choses qui seraient peut-être trop clivantes pour des espaces où il y a une dimension plus publique ou d'action publique où ça pourrait bloquer sur des enjeux voilà, comme tu viens d'indiquer. Donc merci beaucoup pour la précision, mais c'est bien d'avoir des exemples concrets d'actions sur lesquelles on parle. Laure, tu veux Oui, donc merci pour ces questions. Alors effectivement, je ne veux pas accabler du tout, en tout cas mon but n'était pas d'accabler le mouvement antiraciste français, et je sais qu'il y a des accords dans différents contextes nationaux, mais quand même, alors pour ce qui est du cas américain que je connais bien, par rapport au cas britannique que je connais un peu moins, aux États-Unis par exemple, personne ne conteste l'utilité, enfin la nécessité de voir la race, d'avoir une stratégie qu'ils appellent racialiste, d'une certaine de reconnaissance des catégories ethniques et raciales pour décrire la société et les inégalités, dans l'objectif d'un horizon déracialisé, c'est-à-dire l'objectif c'est quand même que la race ne soit plus prise en considération pour peser sur le destin des individus à long terme. Mais à moyen terme, cet objectif-là, il est consensuel. Ce qui ne fait pas consensus, c'est à quel point il faut mettre en place des politiques de discrimination positive. Quelle forme ces politiques doivent-elles prendre? Est-ce que c'est plutôt des formes soft? Est-ce que c'est des formes un peu hard? C'est-à-dire, si je prends les catégories de Daniel Sabag, ou alors est-ce que ça doit être des politiques de discrimination indirecte pour ne pas stigmatiser les personnes des groupes minoritaires? Donc il y a des débats, mais si vous voulez, là, à mon sens, en tout cas, la nécessité de voir la race n'est pas remise en cause, alors qu'en France, il y a quand même un débat fondamental sur faut-il une stratégie racialiste ou anti-racialiste pour lutter contre le racisme? Et ce débat-là, il est quand même très, très, en tout cas très vif dans le contexte français, pas que dans le mouvement antiraciste d'ailleurs. Je voudrais dire quand même justement aussi qu'aux États-Unis, il y a un autre débat qui émerge, c'est dans quelle mesure le primat, disons la saillance des catégories ethniques et raciales font disparaître des inégalités socio-économiques justement ou des inégalités de classe. Et ce qu'on constate aux États-Unis, c'est la pauvreté aussi des analyses statistiques sur les classes sociales par rapport au cas français. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous allez avoir des échelles de revenus et puis des niveaux de diplôme
Et voilà, c'est-à-dire que ça va être les seuls instruments statistiques qui vont être mobilisés dans le débat public, alors qu'en France, on a, avec les catégories socio-professionnelles, et avec toute une tradition qui est toujours portée par l'INSEE en particulier, mais pas seulement, une approche beaucoup plus fine des classes sociales qui mêlent des considérations économiques, culturelles, etc., qui permet de saisir des inégalités sociales de classe qu'on ne peut pas saisir dans le contexte états-unien. Donc, je voudrais juste aussi attirer l'attention sur le fait que c'est aussi des débats qui ont un sens parce que choisir de voir la race, ça veut dire aussi peut-être prendre le risque de s'aveugler sur d'autres distinctions et hiérarchies sociales. Enfin, il y a une sorte de pénurie, il y a une sorte de partage de la rareté d'une certaine manière entre les groupes dominés, entre les femmes, les minorités ethno-raciales, les classes populaires, etc. Et c'est ce qui rend le débat particulièrement compliqué. Et puis, pour votre question je vous remercie de cette question sur les origines socio-économiques, parce nous, les sociologues, on fait très attention à ça, et ce n'est pas des questions qu'on a souvent. On reçoit souvent de personnes qui sont extérieures au monde de la sociologie. Donc, effectivement, ces cadres de la diversité en France que j'ai interviewés sont très massivement issus des classes moyennes et supérieures. Donc, par exemple, par rapport aux managers de la diversité que j'ai étudiés aux États-Unis, qui viennent beaucoup plus des fractions petites classes moyennes et classes populaires. Donc, c'est plutôt c'est une majorité de femmes qui sont nées dans un milieu social favorisé qui tiennent ce discours-là. Hein. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont en ascension sociale, dans une trajectoire de mobilité sociale. Si c'était la question indirecte. Merci, oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui, dans le fil de discussion, comment vont évoluer les choses en France? Est-ce que la gêne est transitoire, qu'il y a peu de personnes concernées en poste à responsabilité et la représentativité à tous les niveaux de responsabilité? Est-ce que c'est la prochaine étape d'action? Est-ce que c'est un objectif ou une stratégie qu'il faudrait viser? Je voudrais rajouter à cette question une autre, et là vraiment elle est aussi pour toutes les deux, dans vos points de vue évidemment, hein, dans votre périmètre d'intervention. C'est la question a été posée, je crois, par Laure, qui soulignait qu'aux États-Unis, en fait, on n'avait aucun problème à assumer que on allait chercher la diversité pour des raisons de profitabilité, pour des raisons économiques. Et qu'en France, c'était plutôt un langage qu'on mettait au second plan, qu'on euphémisait. Alors ça, c'est évidemment déjà un résultat intéressant de voir qu'on s'approprie la diversité pour des raisons différentes en fonction des cadres de chaque société, et qu'évidemment, il y a des imprégnations réelles et souhaitables éventuellement. Estelle en évoquait quelques-unes, d'adaptation à la diversité qu'on va trouver dans le monde anglophone ou anglo-saxon et qu'on ne trouve pas en France. Mais il y a une question sous-jacente qui est en fait à quoi ça répond, parce qu'il y a cette idée ça peut servir le profit, mais finalement si on essaye de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ça, c'est une entreprise, son objet, c'est de faire du profit. Alors, sauf quand c'est une entreprise à mission, mais c'est encore un autre débat. Sinon, en fait, la diversité va servir à l'organisation. J'essaye de détacher de son contenu. Elle va servir à l'organisation à remplir sa mission. Et la diversité est codée comme ça. Et en lisant des travaux, effectivement, sur l'évolution, notamment, il y a un nom qui a été cité, qui est vraiment, à mon sens, un des meilleurs travaux sur ce qui s'est passé aux États-Unis, ceux de Daniel Sabag, donc, qui avait travaillé évidemment sur son livre s'appelait L'égalité par le droit, et donc à la réponse à des incitations juridiques dans la mise en œuvre des politiques d'affirmative action. Et il soulignait un point qui est assez méconnu, parce qu'on critique les États-Unis comme un pays où il y a des quotas, et les quotas, c'est pas bien. Alors, on oublie qu'il y a des quotas pour les personnes en situation de handicap en France. Hein. Ça, c'est un point qui est d'ailleurs très important. Et c'est de dire, en fait, on va recruter des médecins afro-américains à Harvard parce que tout simplement, ils seront mieux en capacité de soigner, parce qu'ils auront une connaissance plus fine des réalités des populations, de la minorité dont ils sont issus. Et donc, c'est parce qu'ils en font des meilleurs médecins aptes à saisir des différences fines qu'il est souhaitable pour l'institution de les recruter, quitte à introduire un petit différentiel dans l'évaluation de leur dossier. Et donc, la question derrière, c'est quoi les raisons, les ressorts de cette promotion de la diversité, ceux qui sont souhaitables, ceux qui sont pour vous plus discutables, plus critiquables.
et que vous avez vu au fil du temps dans votre parcours, enfin dans ton parcours pour Estelle et dans tes analyses pour l'heure. Alors, tu veux y aller ou tu veux que je Comme commence? tu veux, comme tu veux. Peut-être, Nicolas, ce que tu dis sur les médecins, c'est de recruter des gens qui ressemblent aux clients. Ça, c'est quand même pour toutes les entreprises intéressant d'avoir des collaborateurs, des managers qui connaissent un peu les clients. Après, le risque, c'est d'avoir des lignes de production qui sont uniquement de l'ouvrier jusqu'au cadre, en fait, ethnicisées, hein, comme ça a pu être le cas dans certaines entreprises. Donc, c'est un peu ça le risque. C'est que ce qui est bien, ce qui crée de la richesse, ce qui crée de l'innovation, c'est d'avoir des équipes qui soient diverses, mais pas qu'on soit assigné à une tâche, parce qu'on reproduit des préjugés, des stéréotypes. Donc, c'était peut-être un peu ça. Quand même, ce qui pousse les choses, il faut quand même se le dire, hein, c'est que le major de promo d'HEC qui habite rue des Saints-Pères, il n'y en a qu'un, tout le monde le veut, et personne, enfin, il n'y a qu'une boîte qui l'aura. Et à un moment donné, quand il faut recruter, eh ben, ça force quand même pas mal à ouvrir un peu les écoutilles et se dire, bon, bah, peut-être on va revoir un peu qui on veut recruter, la base de quelles compétences. Et c'est ça qui permet aussi, et là, en période quand même de croissance, les entreprises ont besoin de recruter, ça les force un peu, ça les pique un peu pour se re-questionner et se dire, bon, bah, on va peut-être faire un peu autrement. C'est quand même ça qui amène, alors pas tout le temps, mais les besoins de se reposer les bonnes questions. Parce que certaines, elles ne sont pas que gentilles. Voilà. Elles ne sont pas toutes méchantes. Mais bon, ce besoin quand même d'aller recruter, pour moi, il est quand même... Et puis l'implication des dirigeants, et je le pense aussi sincèrement pour les PME, il ne faut pas oublier que l'emploi, c'est aussi beaucoup les PME, les ETI. Et donc, ces réseaux dont parlait quand même Laure, travailler sur les réseaux d'entrepreneurs, enfin les gens qui pilotent leur boîte, hein, c'est eux qui choisissent de recruter. Je pense qu'il ne faut pas minorer ça, parce que ça peut avoir des vrais impacts sur des politiques recrutement qui changent et sur des périmètres qui sont plus petits, des entités qui sont plus petites, où il y a de l'emploi. Merci beaucoup. Oui, alors d'abord pour répondre à la question du chat, je ne pourrais malheureusement pas prédire comment les choses vont évoluer en France. Elles ne me paraissent pas forcément... Enfin, il y a des sursauts, des soubresauts en ce moment peut-être qui laissent penser que les choses vont évoluer, mais ça, je ne pourrais pas vraiment me prononcer. En revanche, je pense qu'effectivement, la question de la représentativité est très intéressante. C'est justement la question qui s'est posée à un moment donné dans le mouvement féministe dans les années 1990, de dire, ben voilà, pour changer la situation des femmes, il faut qu'elles accèdent en nombre à la représentation politique, et puis ensuite on a élargi ça à la représentation sociale, économique, etc. C'est le pari qui a été fait dans le mouvement féministe. Alors ça a à la fois marché et pas marché, parce que le problème de cette politique, c'est que finalement, c'est des politiques qui répondent aux intérêts d'une petite élite du groupe concerné. Et finalement, c'est des politiques qui vont s'adresser principalement à des femmes de milieux privilégiés, qui sont des femmes cadres ou en tout cas fortement diplômées, blanches, etc. Donc ça a été une critique qui a été faite, par exemple, à la loi sur la parité. Pour ce qui est de la représentativité, par exemple, des femmes portant le foulard, eh ben, oui, enfin, je veux dire, je pense que c'est très important, c'est un enjeu très important. Alors, pour revenir sur l'exemple que tu mentionnais sur les décodeuses, là, alors pour moi, c'est très typique de ce que font certaines entreprises qui veulent disons, mettre en scène un peu leur avant-garde par rapport à l'État français, leur globalisme et puis leur sensibilité à des manières de penser les choses qui sont pas françaises en fait, qui viennent de multinationales, nord-américaines en particulier. Alors c'est louable parce qu'il y a cet effort de transgression, mais en même temps, voilà, est-ce que les femmes qui portent le voile sont mises sur la photo d'une initiative de mécénat et de communication, ou est-ce qu'elles sont visibles dans l'organigramme de cette banque ou d'une autre grande entreprise? Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour que ces personnes-là soient mieux représentées et plus incluses dans l'organisation? J'en suis pas sûre. Alors pour ce qui est de ta question, Nicolas, c'est très intéressant. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Estelle, sur le fait qu'il y a un risque avec cette
rhétorique utilitariste de multiplier une division racialisée, ethnicisée du travail et de multiplier des emplois racialisés. Par exemple, aux États-Unis, dans les strates managériales, il y a beaucoup d'emplois qui sont assignés à des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Par exemple, l'emploi de manager de la diversité, c'est un emploi ethnicisé, racialisé, qu'on ne peut pas aussi bien, en tout cas, on n'est pas considéré comme pouvant l'exercer aussi bien si on est blanc, enfin surtout si on est un homme blanc. Alors il y a du pour, du contre, enfin je veux dire, en tout cas, ça a pour effet quand même d'assigner ces personnes, des cadres diplômés minoritaires, à des fonctions qui sont peut-être pas celles qui laissent les plus grandes perspectives de carrière, et ça les enferme dans ces fonctions. Et puis, moi, je trouve que ce qui est très compliqué avec cette rhétorique, à la fois, c'est nécessaire que les entreprises s'approprient la lutte contre les discriminations. Parce que toutes les études de psychologie sociale, par exemple, ont montré que le gendarme, la contrainte externe, etc., ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas aussi bien que quand, c'est comme en éducation, hein, il faut que les enfants s'approprient la règle, l'internalisent pour mieux la respecter. Donc, moi, je ne suis pas du tout en train de dire il faudrait qu'il y ait une répression externe, etc., et que les entreprises subordonnent leur programme à un discours très extérieur. Mais le problème, c'est quand finalement cette appropriation, elle se déconnecte de certaines exigences du droit qui existent, et que, par exemple, finalement, on va chercher davantage à signaler l'apparence de la diversité que de réellement transformer les organisations pour les rendre plus diverses. Parce que, je vais peut-être terminer là-dessus, mais vous avez sans doute entendu l'expression « diversity means business » ou « la diversité, c'est bon pour les affaires ». Mais finalement, si c'était si bon pour les affaires, il n'y aurait peut-être pas 3,5% de personnes appartenant à des minorités ethniques et raciales dans les cadres dirigeants des entreprises françaises 40 ans après l'invention du management de la diversité. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une croyance qui est très fortement diffusée, c'est une croyance qui est soutenue par les grands cabinets de fonds de conseil, qui est réitérée par les grands patrons, etc. Mais c'est une croyance à laquelle, finalement, beaucoup de gens ne croient pas réellement. Et la véritable valeur de la diversité pour le business, on peut se demander si ce n'est pas d'avoir l'apparence, avant tout, de la diversité aux yeux de différentes audiences, que ce soit les salariés, les agences de notation extra-financière, les gouvernements, les associations, etc. Donc là, je suis peut-être un peu provocatrice, mais je veux dire, finalement, il faut quand même se méfier de ce discours selon lequel la diversité est bonne pour les affaires. Est-ce que c'est véritablement une vérité, est-ce que c'est une vérité gestionnaire qui est si évidente que ça? Je n'en suis pas sûre. Et alors, j'aurais envie, merci beaucoup pour ces réponses. J'aurais envie de solliciter éventuellement, si elle souhaite en dire un mot, Anne Cornillo, qui vient de réaliser une étude sur la question de la parité dans les fonds de dotation, les fondations. Est-ce que ça suscite des réactions sur les formes d'appropriation de cet objectif au sein de ce secteur, en sachant, j'ai mis dans le lien de la discussion, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette étude de l'Observatoire de la Fondation de France, de la philanthropie, pardon. Oui, merci Nicolas. Oui, effectivement. Alors déjà, je vais dire une première chose, c'est qu'il y a évidemment des éléments qui font écho à notre étude. Je voulais juste faire une remarque sur les entreprises et le fait que dans notre étude, les fondations d'entreprises sont celles qui sont le plus à parité dans l'ensemble des fondations, et contrairement donc aux FRUP ou aux fonds de dotation. Et en fait, on voit ici un effet vraiment de la loi, en fait des quotas qui ont été imposés à des grandes entreprises qui ont créé leur fondation et qui là n'étaient pas imposés de faire des quotas dans leur fondation pour l'entreprise. Et pour autant, il y a eu une infusion finalement de la législation auxquelles ont été imposées les grandes entreprises dans les fondations qu'elles ont créées ensuite. Et donc, pour en venir à ta question, effectivement, Nicolas, il y a cette question d'appropriation par les fondations même aussi dans leur mode de fonctionnement de cette question de la parité. Donc, nous, ce qu'on a montré quand même, c'est que on n'y est pas à la parité dans les fondations, hein, puisque aujourd'hui, c'est un tiers de femmes qui sont membres de conseils d'administration dans un secteur qui est par ailleurs très féminisé dans ses salariés. Donc, on n'y est pas. Et nous, on a fait effectivement un certain nombre de propositions sur comment est-ce qu'on peut aller vers plus de parité et aussi plus largement de diversité dans la gouvernance, mais pas seulement, aussi dans l'ensemble des personnes salariées, bénévoles, etc.
il y a des propositions qui font écho à la petite question sondage de fin de Estelle. Et du coup, je vais rebondir par une question justement à Estelle et Laure. Pour vous, quelles sont justement ces solutions, propositions qui seraient à mettre en avant en premier lieu pour avancer sur ces questions de diversité, aussi dans les fondations, dans leur fonctionnement interne. Ouais. Est-ce que l'une d'entre vous veut réagir? Merci beaucoup, Anne, pour ce retour. Et je vous incite à toutes et tous à lire l'étude avant, bien sûr, le livre de Laure en janvier prochain. Est-ce que ça vous suscite des réactions par rapport à la remarque question d'Anne? Estelle, peut-être? Oui, je trouve intéressant pour les fondations, certaines le font, d'inviter à la fois des collaborateurs à tous les niveaux en fait de l'entreprise. Et là, il y a de la diversité parfois dans certaines boîtes, un peu plus qu'au top management. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des acteurs de l'entreprise, pas forcément au niveau directeur, et de faire participer dans les comités des acteurs qui agissent concrètement sur les sujets phares de la fondation en question. Parce que là, ça ouvre aussi sur des publics différents, des parcours différents, des profils différents. Et c'est une bonne façon d'infuser et d'être assez pédagogique, en fait, aussi avec les autres membres de la fondation. Donc, ces deux actions-là, déjà, je trouve, emmènent des réflexions et des façons de penser qui vont être un peu différentes peut-être de ce qui est fait dans l'entreprise elle-même. Donc, la fondation a aussi ce rôle d'incubateur, d'espèce de travail un peu différent, d'innovation même dans la façon de réfléchir. Donc, voilà. C'est des choses que je vois, je trouve qu'ils marchent plutôt bien dans ce que j'ai pu voir. Pour ma part, je ne pourrais pas être aussi précise, efficace que Estelle qui a donné d'excellentes préconisations, parce que je n'ai pas vraiment réfléchi aux mesures et je ne connais pas, il faudrait que je lise le rapport pour pouvoir me prononcer. Mais ça me fait vraiment penser, parce qu'étant donné que là, maintenant, je travaille sur une nouvelle recherche collective sur toutes les initiatives responsables des entreprises, et avec mon équipe, on compare en fait philanthropie, développement durable, diversité et inclusion, droits humains, devoir de vigilance, etc. Donc un large panel d'initiatives vertueuses mises en place par les entreprises, et on regarde notamment la division sexuée du travail de la vertu, donc voilà comment finalement des hommes, des femmes, et en tout cas sur cette question, pour ne prendre que ce critère de différenciation, vont être assignés à différentes formes de travail vertueux. Et donc, par exemple, le mécénat, la philanthropie, c'est typiquement un travail qui est codé comme féminin, alors que, par exemple, le développement durable, c'est un travail qui va être beaucoup plus compris comme associé au masculin, à la masculinité, à des valeurs qui sont stéréotypiquement associées aux hommes, comme la maîtrise technique, le charisme, la volonté le changement politique, etc. Alors que le mécénat et la philanthropie vont être associés à des valeurs de care, d'altruisme et au travail social. Et tout ça pour dire qu'il y a là-dedans, en fait, quand même, une hiérarchie parce que la différence des sexes, c'est aussi toujours une différence qui est hiérarchisée, et que, par exemple, moi, ce qu'on constate dans notre enquête, c'est que le travail de développement durable est plus valorisé dans les que des secteurs qui sont plus investis par les femmes. Et donc je dis pas ça, c'est quelque chose auquel on est toutes confrontés quand on travaille dans des champs féminisés, c'est qu'il y a toujours ce soupçon de dévalorisation, etc. Et donc ça me fait penser, ce que vous dites, à une métaphore qui a été introduite par une sociologue américaine qui s'appelle Christine Williams, qui s'appelle le mécanisme de l'ascenseur de verre. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé dans votre rapport, et si vous avez, mais qui est en fait un mécanisme qui consiste, qui donne des avantages à des hommes qui entrent dans des secteurs massivement féminisés. Donc, c'est un petit peu le contre-pied du plafond de verre. Enfin, c'est une métaphore qui fait un peu écho à la métaphore du plafond de verre, c'est-à-dire qu'on va chercher et valoriser des qualités vues comme féminines dans des secteurs, comme masculines dans des secteurs majoritairement féminins, et donner donc des avantages de carrière. Et donc, on constate des trajectoires de carrière plus rapides dans des champs comme
je ne sais pas moi, l'enseignement, la philanthropie, tous ces champs professionnels qui sont assez féminisés, eh bien, des carrières plus rapides pour les hommes et des avantages plus importants en termes de salaire notamment. Donc, c'est un secteur, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, mais sur les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes dans votre rapport, mais par exemple, il y a beaucoup de rapports qui sont faits par des organisations américaines qui montrent des inégalités de salaire très importantes dans ce secteur qui est à 80-85% féminin, le secteur du mécénat d'entreprise et de la philanthropie. Voilà. J'espère que je ne me gâche pas trop l'ambiance avant de... Non, mais je crois que tu reviens, peut-être que c'est bientôt l'heure de conclure ce séminaire et cette discussion qui était vraiment, vraiment passionnante et les éclairages se répondaient vraiment de manière extrêmement, extrêmement féconde. Et donc, après vous avoir remercié de nouveau très, très vivement et avoir réincité les participantes, on enverra les liens vers l'étude, vers l'annonce du livre de l'or, vers aussi les actions que mène Estelle et le comité au sein de la Fondation de France. Donc, juste de dire que tu conclus sur finalement sur ces inégalités salariales entre femmes et hommes, sur la nécessité là aussi d'avoir des mesures. Alors, c'est pas un plaidoyer pro domo de la recherche, mais c'est quand même de dire qu'il y a quand même dans toutes ces enjeux des éléments d'objectivation qui font avancer les causes, qui sont indispensables, et on l'a vu sur les violences, on l'a vu sur tout un ensemble de domaines. Chaque fois qu'il y a des études robustes qui sont parues, eh bien, les causes ont pu être objectivées, avancées, trouver des alliés plus larges, différents du cœur des convaincus ou des militantes des causes. Et donc, voilà, je crois qu'il y a là quand même, au sein aussi des organisations, et les efforts que tu évoquais, Estelle, de faire du monitoring, c'est quelque chose qui, effectivement, au sein même des organisations, sont des pratiques qui font exister et qui essaiment. Donc, on peut se dire qu'il y a là quand même des enjeux où l'amélioration des pratiques et l'amélioration de la connaissance marchent de concert, et c'est important de le souligner. Voilà, donc un immense merci à vous deux. Je crois que ça vous avez ouvert des portes très larges, des discussions, à mon avis, très difficiles aussi pour le secteur, pour la société française de manière générale. Vous l'avez bien présenté comme ça, et je pense qu'on voit les effets de retard et les effets d'opacité et d'ignorance qui ne va pas être facile de lever, mais néanmoins, on est mieux armé, en tout cas, pour les penser ce soir. La prochaine séance aura lieu le 10 janvier. Donc, rendez-vous est donné le 10 janvier pour une séance qui sera consacrée aux relations entre les acteurs philanthropiques au niveau international et national, aux coalitions internationales et nationales dans la prise en charge de la question climatique. Et donc, nous accueillerons Édouard Morena, qui est à l'Université de Londres, et Anne Monnier, qui est à la chaire philanthropie de l'ESSEC et qui mène une enquête auprès du Centre français des fonds et fondations. Voilà, donc un immense merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous, et merci encore de l'invitation et de la discussion très intéressante. Merci. Merci beaucoup.